Tu vois, ça, il faudrait que je me rapproche. Je me récupère un cordon direct. En quoi? En VGA? T'as une sortie VGA dessus? Un cordon en quelle norme? Numérique? Non, analogique, un truc là, sur le Jack 3.5. Pour le son? Ouais. Ah, Et d'accord. puis je rentre sur la XLR. Oui, d'accord. Elle est mono ou stéréo? Peut-être pas. Non, attends. Et quand tu rentres sur une XLR en 4? C'est 4 voix. Bonjour, donc je suis arrivé au Tien Caché à Grec pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors il y en a quand même dans la salle que je connais, je ne suis pas vraiment des débutants en mixeur, n'est-ce pas, monsieur Agricole? C'est pas grave, c'est pas vraiment fait pour toi. C'est une présentation que j'avais faite en 2011, une première fois ici, donc si certains l'ont vu, c'est à peu près la même, quand même, faut pas pousser, j'ai quand même pas tout changé, j'ai juste un peu actualisé, parce que les choses ont un peu évolué depuis cette époque-là. Alors, on va faire assez rapide. Pour ce qui nous intéresse, alors je parle d'hyperfréquence. On va quand même parler un peu de 23 et de 13 cm qui ne sont pas des hyperfréquences qui posent dessus. En général, on a l'habitude de dire que les hyperfréquences commencent en gros à la bande des 5 ou 6 cm, donc à partir de 5 giga 7. En gros, les fréquences qui sont dites centimétriques, et puis qui évidemment vont jusqu'à 100. Là, vous avez les allocations. Donc en gros, les bandes qui nous intéressent, bande 5,7 à peu près jusqu'à 241 giga si je me souviens bien, qui doit être notre allocation. Alors comment on les décide, ça vous verrez un peu. Bon, pourquoi je vous donne ce genre de choses? Parce que dans la littérature, notamment dans la littérature professionnelle, très souvent il y a des, ils emploient des termes qui ne sont pas forcément ceux qu'utilisent les amateurs. Et vous avez notamment la notion de bande qui est assez utilisée. Donc, vous voyez par exemple pour ce qui concerne la bande C, donc la bande C c'est principalement pour nous le 5 giga 7, la bande X c'est principalement le 10 giga. La bande KU on n'a rien, par contre en bande K on se retrouve avec le 24 giga et ainsi de suite. Donc, vous trouvez parfois dans la littérature directement ces terminologies-là, mais vous ne l'effrayez pas, ça se rapporte juste à des gammes de fréquences pour les professionnels. Alors à quoi servent les micro-ondes? Vous avez des applications industrielles que vous connaissez, les fours à micro-ondes en médecine, tout ce qui est mesure, tout ce qui est radar météo, radar de vitesse, pour vous enlever des points sur votre permis, localisation, idem, et puis évidemment en communication, tout ce qui est téléphone, télévision, données, transmission par satellite, vous avez un certain nombre d'exemples en dessous. Ça, je pense que ça ne vous apprend pas grand-chose. Alors, inconvénients et avantages des hyperfréquences. Alors, on va commencer par les avantages, c'est plus rigolo. Il y a de la place, c'est-à-dire qu'on peut faire effectivement à peu près pour tout le monde, enfin de moins en moins parce qu'on est quand même assez convoité, mais il y en a quand même pour tout le monde. Donc on peut faire à la fois sur une bande donnée, on peut transmettre en général des signaux qui sont relativement larges, par exemple la télévision, même si la télévision aujourd'hui est de moins en moins large, mais enfin, typiquement le bon exemple est celui de la télévision. Puis il y a également des bandes un petit peu partout. Deuxième chose, c'est assez peu sensible à l'ionosphère. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin on va dire que c'est assez peu sensible à l'ionosphère. Et puis l'avantage, c'est que les antennes ont des tailles relativement raisonnables. Là, je parle pour les amateurs. Autant en décamétrique, si vous voulez commencer à avoir des stations un peu compétitives, on commence à avoir des grands pylônes, des grosses antennes, le tout à des grandes hauteurs, enfin bref. En hyperfréquence, un des gros avantages, c'est qu'avec des équipements relativement légers, vous pouvez avoir déjà des stations très performantes. Par exemple, les deux là, l'un sur son camion, l'autre sur un pied, sur un trépied, des stations tout à fait performantes et qui sont transportables avec des véhicules standards. Alors parmi les inconvénients, à contrario, vous avez tout ce qui est atténuation du signal. Évidemment, ça se propage entre guillemets moins loin que les bandes VHF et encore moins loin que les bandes qui se réfléchissent sur l'ionosphère type décamétrique. La précision mécanique, plus vous montez en fréquence, plus ça devient sensible, à la fois tout ce qui est pointage, ou même tout ce qui est antenne. Les Yagi, si vous faites des Yagi sur 40 mètres, si vous jouez à quelques centimètres près, c'est pas très grave. Si vous faites quelques centimètres sur une Yagi 13 cm, elle ne fonctionnera plus. Ça vous donne un exemple. Également les précisions de surface des paraboles. Et puis coût et complexité de l'électronique. On est quand même, et plus on monte en fréquence, plus c'est vrai. On est quand même dans des domaines qui sont quand même pas très très simples d'un point de vue à la fois technologique et des coûts afférents. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez quand vous voulez. Alors, un petit chouïa d'histoire, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça ne date pas vraiment d'hier, tout ce qui est fréquence un peu élevée. Vous voyez, Marconi avait déjà travaillé sur, alors évidemment c'est en gros un éclateur, mais ce qui commence à s'apparenter déjà à un réflecteur. Et puis vers 1930, vous avez carrément des choses qui doivent correspondre à des Yagi ou peut-être des réflecteurs, et voire même effectivement des paraboles. Notre cher Marconi qui nous a permis bien. Juste une chose, je crois qu'il y a
professeur indien, hindou, Bose. Bose, qui a fait. Qui faisait du 60 gigas avant 1886. Ouais. C'était un éclateur, mais il filtrait. Qui a étudié les polarisations Ouais. avec des fils verticaux, horizontaux, Ouais. des prismes. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est étonnant. C'est certainement pas exhaustif, hein, c'est ce que j'ai trouvé en faisant la présentation. Mais à si l'école. vous avez l'occasion d'aller voir sur Internet, sur Wikipédia, c'est étonnant ce qu'il arrive à faire, ce monsieur. BOFC. C'est comme les autres. Les Américains ont commencé eux-mêmes à faire des QSO peu de temps après-guerre. Hein. Vous voyez, finalement, ça n'a pas excessivement évolué. Enfin, ce qui a évolué, c'est ni le trépied ni la parabole, quoique ce qui a évolué principalement, c'était ce qu'il y avait effectivement derrière. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose, Claude, ça? Quelque chose. Alors, je ne garantis pas que ce soit le début des hyperfréquences en France. Hein. C'est des photos que j'ai trouvées à droite et à gauche et je me suis un petit peu renseigné. Je me demande si c'est même pas vous qui m'avez donné la date de cette photo. Donc, vous voyez, notre ami Claude, là, donc, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il faisait déjà du 2 giga 3, alors c'est assez étonnant. C'est la plus qui devait être une parabole, si vous pouvez nous. Ça a l'air d'être quand même bonne news. Le seul souvenir que j'aurais, c'est d'avoir poli ça, parce que 2FO, c'est la station de 2FO, celui qui fait ses lampes tout seul, pour ceux qui s'amusent à ça. Et qui m'avait dit, tu sais, il faut que ça soit bien poli. Et depuis, je n'ai plus d'empreinte digitale. 2FO que voilà. Donc là, on est sur 10 gigas, on voit un bout de guide et puis un bout de cornet derrière. Donc vous voyez que c'était quand même assez rudimentaire. Hein. C'était fait avec une diode gun. Donc, certains dans cette salle ont peut-être commencé les hyper avec des diode gun, mais alors, pour le coup fort très longtemps, parce que là, ça se fait vraiment plus. Petite anecdote, c'était le jour où les Anglais changeaient d'heure. Ce qui fait que ça. Vous êtes bourré de l'Oscar et ça a été le faux d'une heure. Le faux d'une heure. Et entre les deux stations, il devait y avoir 38 km. Et ça ne marchait pas. Quand 2FO a eu l'idée de génie de dire si on met le cornet à l'envers, ça va peut-être être bon. Et là, c'est passé à Problème de polar. Donc. C'était la polarisation. Bon, quelques photos là aussi en France, la FUIT TV qui a donné son nom à nos chers concours hyperfréquence. Alors aujourd'hui, bon, vous allez voir quelques photos, quoi ça ressemble un petit peu. Donc j'ai fait une photo sur ce qu'est les équipements et l'activité. Bon, évidemment, on va décliner ça tout à l'heure. Hein. Donc on est sur des choses qui sont un peu plus modernes, comme vous le voyez. Et l'activité, notamment en portable, se traduit très souvent par des installations de ce type-là. Vous voyez ici, ça fonctionne. Ça qui nous sert en fait qui nous servait peut-être d'ailleurs de boîte de service. Comment faire des trucs modernes, je sais pas quoi, des relais, des trucs là. Donc des boîtes de service sur 144 et puis des équipements qui sont en gros des paraboles, a priori prime focus ou offset comme ça, qui sont sur des trépieds. Alors qu'est-ce qu'on peut transmettre comme mode? Donc là on est plutôt sur les hyperfréquences, hein. Vous oubliez 30 secondes le 13 et le 23 cm, ça existe aussi dans les modes, mais là ce que vous voyez c'est plus effectivement des choses qui sont liées à vraiment des hyperfréquences. Donc on peut donc faire de la FM large bande, c'est quand même à ma connaissance relativement restreint. Il y a de temps en temps des gens s'en servent en renscatter. Je vous parlais de renscatter tout à l'heure parce qu'effectivement le renscatter n'affecte pas un signal FM, alors qu'il affecte un signal CLU ou SSB, mais c'est quand même relativement large, donc en bande étroite, hein, CLU ou SSB, et puis de la TV. À ma connaissance, il n'y a pas encore de mode numérique à la mode de JT Mejlou et FT Trucmuche là. Il y a eu quelques essais de fait, mais juste quelques essais. Voilà. Donc le record du monde à TV, vous voyez que pour de la TV, on peut quand même faire des choses. Donc là, c'était au-dessus de la Méditerranée, comme vous le voyez. Hein, on peut quand même faire 1475. Et c'est un Savoyard en plus, Vous voyez que la qualité, quand même, c'est pas du dessin, comme on dit, je crois, en télé, mais enfin, c'est tout à fait réglable. On va faire un petit peu de technique pour vous montrer ça, c'est juste pour vous, parce que bon, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas du tout les hyper, c'est un peu un monde, vous imaginez que c'est très technique, incompréhensible et inabordable. En fait, ça n'est pas tant que ça. Donc ça, c'est un peu le synoptique d'une station, j'ai piqué ça sur le site de DV6MT. En gros, hein, c'est ce qu'on appelle cette bête-là qui est un convertisseur émission et réception, sauf que vous attaquez avec une fréquence intermédiaire qui peut être 144, 432 ou autre, voire même jusqu'à 96 si nécessaire. Vous avez un relais, une antenne, vous avez un préampli, vous avez un PA et un séquenceur. Le séquenceur permettant d'éviter notamment de commuter le gentil PA qui vous coûte quand même un certain
un certain nombre d'euros et qui n'aimerait pas d'avoir un peu de, comment dire, un instant d'être en l'air. Voilà, donc ça c'est un schéma archi classique, hein, ça ne vous apporte pas grand chose. Pour rentrer par contre, ça c'est un peu plus intéressant, comment est fait un transverteur. Donc vous avez un oscillateur local, en gros, qui est tout ça, pour faire simple, hein. Donc vous rentrez, alors soit avec un oscillateur externe, alors maintenant il y a plein d'autres solutions pour faire ça, mais ce schéma a l'avantage d'être simple, soit avec un oscillateur externe, soit avec d'autres trucs, et soit avec un oscillateur interne. Donc vous voyez là, vous avez la possibilité d'un oscillateur externe et là d'un oscillateur interne. Et ensuite, vous multipliez, vous filtrez, vous multipliez, vous filtrez, vous multipliez, vous filtrez. Au bout d'un moment, vous refiltrez, vous amplifiez et vous rentrez dans un mélangeur. Ce mélangeur fait à la fois l'émission et la réception. Là, vous avez la partie fréquence intermédiaire, donc avec un réglage en réception, de gain en réception et de gain en émission. Ça, c'est les parties, peu importe, c'est les parties alimentation dans le schéma de DV6MT. Et puis derrière, vous avez effectivement une partie réception, donc toujours la même chose, hein, une capa de liaison, et puis un ampli, un filtre, un ampli, un filtre, un ampli, un filtre. Donc c'est quand même relativement simple. Il faut quand même un certain nombre d'étages d'amplification. Hein. C'est des étages qui ont 10, 13 dB de gain chacun. C'est quand même relativement important parce que ça perd, et ça perd beaucoup. Donc il faut quand même être capable d'avoir un signal qui soit relativement costaud en sortant. Et à contrario, dans le sens inverse, pareil, hein, des enchaînes d'amplification, donc soit avec des fils de ce type-là, soit effectivement avec des filtres à résonateurs. Et puis au final, vous avez effectivement l'amplificateur final, avec une petite détection ici qui vous permet de faire un monitoring pour voir en temps réel si effectivement ça sort bien. Donc en gros, pour faire simple, tous les transverteurs sont bâtis à peu près sur le même modèle. Je ne me trompe pas, monsieur. Alors les oscillateurs, ça c'est un truc que j'ai mis un peu à jour par contre par rapport à la précédente présentation. Quelque chose de très important en 10 gigas, c'est en gros de savoir où on est, donc d'avoir un oscillateur dont on connaît la fréquence, et si possible que cette fréquence soit la plus stable possible. C'est pas si simple que ça quand même, hein. Notamment tout ce que vous voyez type VCO ou autre. En gros, vous mettez la main dessus, vous tapez un peu, ça fait de la microphonie. Enfin, il y a 20 bonnes raisons pour que ce soit d'une stabilité plus que douteuse. Donc, après, vous avez donc des VCO. Pardon. Voilà. Vous avez soit, parce que j'ai appuyé sur le bouton, soit des VCO, donc Voltage Control Oscillator, soit des choses qui sont compensées en température, donc celui-ci ou celui-là. Là, c'est carrément haut pour oven, c'est-à-dire c'est dans des enceintes thermostatées. Bon, ce qu'on fait aujourd'hui en général, c'est des boucles de phase qui sont très souvent asservis sur des signaux 10 mégas qui viennent du GPS. Donc, vous avez un récepteur GPS qui vous crée effectivement 10 mégas et vous asservissez une PLL sur ce Sur un TCXO, il n'y a pas d'enceinte thermostatée en fait. Alors il y a une petite enceinte, il peut y avoir sur le quartz en gros un petit truc qui chauffe avec un thermostat, mais ce n'est que ça. Dans un truc au CXO, c'est vraiment une enceinte thermostatée, c'est-à-dire que tu as à la fois le chauffage, mais tu as également en général pas mal de mousse diverses et variées, et effectivement une isolation. Ça permet notamment d'isoler complètement. Mais un TCXO arrive quand même à donner une fréquence qui est quand même suffisamment précise. Donc, quand on regarde la courbe de variation de fréquence d'un TCXO, ça fait une courbe en S. Et sur 20 ou 25 degrés, on est au centre de la courbe en S. Donc la température inférieure et supérieure, on est légèrement au-dessus. Puis après, on descend, on augmente. Enfin bon, c'est pas très précis. Si on veut faire du 10 gigas, c'est utilisable. Oui. Beaucoup mieux que les quartz à 100 mégas qu'on chauffait juste les 10 dernières années, quoi. Qui étaient eux des TCXO. Enfin des modèles, on appelle ça. Ou alors faut des bons, quoi, comme ceux qui proposent des F9NP en version sophistiquée. Là. Voilà, donc aujourd'hui, typiquement, soit je vous l'ai mis, donc ça c'est effectivement un récepteur GPS qui vous sort, donc vous avez une antenne GPS, hein, vous voyez, ça ressort directement soit en 10 mégas, soit en 1 mégas, ce que vous devez voir là. Et puis ça, donc ça doit être d'ailleurs une des PLL de F9NP si mes souvenirs sont bons. Donc c'est ce genre de truc, ça c'est tout petit. Hein, ça coûte combien ça? 60 € à peu près, dans une boîte. Dans une boîte comme ça, c'est peut-être 20 €. Comme ça, nu, c'est 20, et on peut les mettre dans les transverteurs directement, parce que l'avantage c'est que c'est tout petit, c'est plus petit que les boîtes des transverteurs, donc ça se met dedans. J'en ai acheté récemment pour le fameux Stadic là. Pour 20 €, vous avez un oscillateur local qui... J'ai demandé un truc bifréquence avec une entrée 10 mégas pour le stabiliser, enfin pour le locker, et dans une boîte, donc il y a les SMA et ainsi de suite, et je crois que j'ai payé 50 €, 60 € dans une boîte. Tout monté. Donc franchement, puis là c'est un peu cher à monter parce que le composant à la centrale qui est celui-là, il est quand même pas bien. Je commence à être vieux. Donc,
On va parler d'un peu d'ampli, un peu d'ampli réception et ampli émission. Bon, typiquement, ce que vous voyez là, c'est assez caractéristique. Alors, bon, là, vous avez des boîtiers, je vais y arriver. Là, vous avez des... Là, vous avez un boîtier fraisé, là, vous avez un boîtier fraisé. La différence entre les deux, c'est que là, vous avez une entrée et une sortie qui se fait en coaxial. Là, vous avez une entrée qui se fait en type d'onde. C'est plus pour vous montrer comment c'est fait. Typiquement, le genre de circuit imprimé ressemble à ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui probablement fait effectivement c'est gros comme ça. Hein. Vous n'êtes pas en train de faire des machins décamétriques qui font un mètre cube. C'est en général, vous voyez la taille de la SMA. Pour ceux qui connaissent les prises SMA, ça vous donne à peu près la taille du boîtier. Et là, ça c'est quand même un préampli avec 2 étages. Qu'est-ce qu'on a comme facteur de bruit typique? Alors là aussi, c'est grande maille. Hein. On est vers 0,3 dB sur 1200 et 2003, vers 0,5 sur 5,7, vers 0,7 sur 7,6. Donc pour celui qui est dans le guide. Voilà, ça fait 0,7 à peu près, ça typiquement 0,6, 0,7. Et celui-ci? Et ça, on est plutôt sur des choses qui font vers 0,8, entre 0,8 et 1 dB. Il faut vraiment, pour faire un truc coaxial comme ça, avec un très bon facteur de bruit, il faut commencer à avoir les bonnes prises, le bon que le substrat soit bien collé. Moi, j'ai eu du mal à atteindre les 1 dB avec ça. C'est plutôt un dB. Oui, ça c'est optimiste. Hein. Ouais. En tropo d'ailleurs, hein, c'est pas non plus, en trafic troposphérique, c'est pas entre 0,7 et 1 dB. Je sais pas, je fais le QSO, je fais pas le QSO. Sur 24 Go, on est plutôt au-dessus du 1 dB, au-dessus de 2 dB, donc ça aussi c'est plutôt le facteur de bruit optimiste, on va dire. Et puis au-dessus, je n'ai pas vraiment d'idée sur la question, d'abord je ne suis pas équipé, mais effectivement on est plutôt sur des facteurs de bruit qui montent au-dessus de 2 dB, mais ça peut monter à 4, 5, 6, 7. Hein. Alors comment est fait effectivement un ampli d'émission? Bon, ça fait c'est monter comme un ampli de réception, hein, c'est pas la question. Donc c'est là aussi comment c'est fait? Vous avez, alors je vais d'abord prendre la partie RF. Vous avez une entrée, vous avez effectivement une capa de blocage, c'est forcément des capas de très bonne qualité. Hein. Si vous prenez des trucs avec des pattes, voire des composants CMS standards, c'est même pas la peine, même pas en rêve. Hein. Donc très souvent ce qu'on appelle des ATC 100, des ATC, vous avez plusieurs types de boîtiers, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'objet. Vous avez là une alimentation, l'alimentation effectivement de la gate du premier transistor. Je pareil, donc là vous avez une ligne, c'est des lignes qui sont calibrées pour faire 50 ohms. On peut faire autre chose, mais elles sont calibrées pour faire 50 ohms, c'est-à-dire en fonction de leur largeur et du substrat et de l'épaisseur du substrat qu'on utilise. Pourquoi 50 ohms? Parce que beaucoup de transistors qu'on utilise, notamment des transistors de puissance, sont des transistors qui sont préadaptés dans une bande, donc qui sont supposés faire 50 ohms entrée-sortie. Donc si vous mettez une ligne 50 ohms en entrée et une ligne 50 ohms en sortie, ils sont très contents, ils ont tout ce qui va bien. Quand ce n'est pas le cas, par exemple, soit effectivement parce que le transistor n'est pas préadapté, ou bien parce que la ligne ne fait pas 50 ohms, vous êtes obligé de mettre ce qu'on appelle des stops, c'est-à-dire effectivement de modifier un peu la ligne pour qu'elle puisse pour faire de l'adaptation. C'est du matching, on dit en état, une boîte de couplage. Une boîte de couplage. Donc là, la même chose, hein, vous avez la sortie du premier étage, vous avez évidemment vous avez un blocage parce que là vous n'avez pas la même tension ici sur le drain du premier transistor et sur la gate du deuxième. Pareil, vous avez le deuxième transistor, vous avez pareil un bout de ligne, vous avez toujours une petite capa alors de la même capacité, mais qui en plus effectivement il faut quand même qu'elle tienne un peu le jus parce que là, suivant les transistors, on peut quand même avoir ici 5, 10, 15, 20 watts voire plus. Et puis une sortie. Et là, pareil, il y a une détection pour avoir ici un monitoring de la puissance. La plupart des transistors qu'on utilise nécessitent une tension gate négative. L'an 2, 0, moins 0,7, moins 1, moins 1,5, ça dépend des transistors. Donc pour générer les tensions négatives, on utilise typiquement ce genre d'inverseur là. Il y en a 25 qui existent sur le marché, ça dépend de la puissance qu'ils peuvent dissiper, qui puissent dissiper, ainsi de suite, bref, peu importe. Et donc vous avez effectivement un régulateur, derrière vous avez un inverseur, donc ça crée du moins 5 volts. Et ensuite vous avez juste un pont diviseur ici qui vous permet de régler la tension qui arrive ici, donc le courant de repos de chacun des transistors. Donc vous avez ici une première cellule qui règle l'entrée, ici une deuxième cellule qui règle l'entrée du second. Et vous avez derrière un régulateur, donc ça c'est un régulateur assez classique qu'on utilise, d'abord ça ne coûte pas très très cher, l'avantage c'est que c'est des régulateurs low drop, c'est-à-dire que le delta entre l'entrée et la sortie peut être bien inférieur aux 3 volts qu'on a classiquement sur les régulateurs. Celui-là tient 7 ampères si je me souviens bien en plus. Donc c'est nickel, c'est un petit régulateur en boîtier de 220. Le 63 ou le 64, il y en a un des deux qui ne se fait plus. C'est pas 63, 64, c'est 1083 ou 1085. Ouais. Voilà.
Donc, bon, ça c'est une protection pour que ça ne s'emballe pas si jamais il n'y a plus de tension négative, parce que ça ils n'aiment pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. En fait, ça paraît compliqué, mais c'est quand même relativement simple, hein. C'est en gros une trame à chef, on va dire, avec des lignes 50 ohms. Au milieu, vous avez effectivement les capas de liaison, les transistors, et puis des alimentations avec... Alors en gros, on met ici, ça dépend des transistors, c'est 8-10 volts sur le terrain, des trucs comme ça. Voilà. Ça a quel gain l'ensemble de la chaîne? Ça dépend éminemment de ce que tu as ici et là. Hein. Typiquement, alors ça dépend des fêtes de puissance, puis ça dépend des générations aussi. Les premières générations étaient vers 6-7 dB de gain. On est aujourd'hui, on fait plutôt les 10 dB, ça dépend effectivement en général, plus c'est des signaux faibles, plus le gain est élevé. Mais voilà, c'est pas non plus une science exacte. Typiquement, les séries, hein, si vous regardez par exemple les transistors qui sont préadaptés, ils vont être par exemple, ils vont s'appeler, par exemple chez Fujitsu, vous pouvez avoir FLM, qui va être une référence de chez Fujitsu. Vous allez avoir 0,910 qui va être la bande sur laquelle il est préadapté, donc de 9 à 10 gigas, c'est tout à fait vrai, je crois que c'est 9,5, 10,5 d'ailleurs. Vous avez ensuite tiré, vous avez derrière un numéro qui correspond, enfin un chiffre qui correspond à la puissance de sortie, donc par exemple -8, -15, -4, -2, et derrière il y a une lettre qui en général est la série. Donc ils ont commencé à A, très souvent maintenant ils sont à F ou au-dessus, et plus on est bas dans la série, si j'ose dire, enfin plus on est récent, plus la techno a avancé, donc plus il y a de gains, voilà, plus meilleure adaptation. Une petite question sur les capas. Là. Dans les ATC, je dispose de quelques capas qui sont marqués ATC 100, mais au lieu d'avoir des métallisations planes aux extrémités, il y a un petit feuillard, il y a un petit... je sais pas comment on dirait, une patte, il y a une petite tour. Est-ce qu'on peut les utiliser indifféremment ou, Ouais, non mais je veux dire, c'est bon. Je sais pas la question. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est très sensible au surplus de soudure. Dès que vous avez un surplus de soudure sur la ligne, vous ajoutez de la capa additionnelle et vous désaccordez. Donc, c'est peut-être pas bien. Il faut se méfier. Faut se méfier, pas forcément, mais il faut faire gaffe. De toute façon, de manière générale, tout ce qui est soudure. Alors, je veux dire, si je prends mes capas et que je leur ratiboise le machin en question, est-ce que ça fait le même boulot ou, voilà, et je sais pas toutes les capas de EPF, elles aient. Ouais, c'est pas sûr. Ouais, alors vous voyez les valeurs, hein, j'aimerais pas avec insister, là vous êtes sur peut-être 1 pas, picofarad. Hein, Ouais, j'avais pas fait gaffe. Ceux qui ont l'habitude de faire des amplis décamétriques, dans la salle il y en a, on est sur des centaines de picofarad, voire des nanofarads. Hein. Là on est à 1 picofarad. Et sur encore une chose, la capa d'entrée, on peut réutiliser des capas de Tensat pour l'entrée, parce que le niveau est très faible. Donc, c'est pas cher. Quand on récupère, tout le monde sait qu'elles font un picot. Elles sont un picot dans les Tensat. Oui, mais donc c'est l'autre qui s'est démarqué. Sur le site de Franco Rota, il avait mis une série d'articles qui parlaient justement de la manière dont il fallait souder les capas. Et en particulier les mettre sur la tranche. Parce qu'en fait, plus haut, c'est-à-dire les plans des feuilles conductrices perpendiculaires au circuit. Parce que si on les met parallèles au circuit, on a un effet de filtre en peigne et on a une variation d'amplitude assez importante. La fréquence d'oscillation est beaucoup plus élevée. Et à propos de la stabilité de ces montages, quel que soit le type de transistor, si on a des transistors qui ont beaucoup de gains, on reste stable. Il n'y a pas d'auto-oscillation. Vu les gains, enfin ok, mais là la chaîne elle fait peut-être 20 dB de gain, la chaîne complète là. Alors très souvent pour éviter les auto-oscillations, on met ce qu'on appelle une couche d'absorbant hyper, c'est-à-dire dans le couvercle. Parce qu'en fait il peut y avoir des effets guides d'onde suivant la hauteur à laquelle effectivement il s'est placé le circuit imprimé par rapport à la taille elle-même du boîtier et ainsi de suite. Dans certains cas il peut y avoir des effets guides d'onde qui effectivement te ramènent l'entrée sur la sortie, donc là ça fait un magnifique oscillateur. Donc pour éviter ça, on peut mettre notamment un absorbant hyper, qui est une sorte de matière grise qui fait à peu près 2 mm d'épaisseur. Toutes les mousses qu'on voit noir carbone, c'est pas de l'absorbant hyper. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Les vrais absorbants hyper, ça passe cette tête-là, c'est pas le même prix non plus. D'accord. Non mais ça, moi j'ai pas de cas d'oscillation sur des trucs comme ça. J'en ai monté des. Je crois que ça m'est arrivé. Ça s'est arrivé, j'en ai monté un certain nombre, j'ai jamais. La mais pas ça. La distance de montage du circuit imprimé par rapport au couvercle est importante aussi. Ouais. Oui, parce que ça fait un effet capacitif, c'est pour ça que c'est très souvent vous avez votre ampli, vous le réglez, vous mettez le couvercle, ça fait plus la même chose. Et des fois, miracle, c'est mieux. Et parfois, miracle, c'est mieux. En général, dans ces cas-là, je regarde quand même au spectro, parce qu'à mon avis, c'est mieux, ça veut peut-être dire que ça balance des trucs dans la fréquence qui ne sont pas trop les désirés.
Donc ça ressemble à ça une fois que c'est monté. Donc là c'était un JGP qui a fait ce design-là. Hein. Donc vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous voyez le transistor au final. Donc là c'est un NEC, hein, c'est un peu dessus. Donc c'était NEZ. On voit que le Z c'est 10, 11. Donc il est préadapté entre 10 et 11. Je vous dis c'est pas tout à fait ça la bande, mais peu importe. Entre 10 et 11 Go, c'est un tiré 8, c'est-à-dire que ça sort 8 watts. Et vous voyez qu'ici, pour répondre à la question tout à l'heure, ce qu'il doit avoir ici. On ne le voit pas trop, mais a priori, vous voyez que ce transistor-là n'est pas du tout adapté, ou à peine ici. Hein. Là, la ligne, c'est la ligne d'origine. Là, c'est la ligne d'origine avec un tout petit stop qui a été mis là. Par contre, ici, visiblement, ce n'est pas un transistor qui est préadapté. Donc là, il a dû, je ne sais pas qui a fait le PA, mais il a dû bien ce qu'on appelle le stopper pour effectivement l'amener, en gros, faire qu'il y ait un bon transfert de l'énergie sur cette phase. Alors, là aussi, en termes de puissance, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on peut faire assez différemment, mais pour vous donner un ordre d'idée, hein, ce qui est facile à faire, c'est, alors aujourd'hui on fait même plus que ça, mais peu importe, c'est plusieurs centaines de watts sur 23 et sur 13 cm. On est plutôt en dizaines de watts sur les deux premières bandes hyper, hein, c'est-à-dire 5, 7 et 10 000. Et au-dessus, ça devient un peu compliqué d'avoir quand même de la puissance. On fait assez facilement quelques watts en 24 Go. Faire quelques dizaines de watts sur 24 Go, c'est plus le même métier pour différentes raisons. Et en plus, c'est très cher. Voilà. Et puis il existe toujours, alors évidemment c'est en train de mourir, hein, il existe toujours la possibilité de faire des amplificateurs à tube. Hein, donc, les plus anciens de cette salle savent que ça c'est une de ces 39, ça c'est une F6007 et ça doit être une TH 308 ou 338 ou je ne sais quoi, peu importe. Donc ça c'est les tubes qu'on utilisait qui sont des tubes spécifiques. Vous voyez, ils sont, contrairement aux tubes qui sont utilisés en DK, ils sont à symétrie de révolution, c'est-à-dire qu'en fait en gros c'est un cylindre si je veux dire. Et c'est pas du tout la même technologie. Pour monter en fréquence, hein, il faut absolument avoir des technologies de ce type-là. Autre possibilité, ça aussi c'est un peu en désuétude. Pour autant, c'est à peu près la seule solution aujourd'hui de faire de la vraie puissance sur ces bandes-là. C'est-à-dire si on parle de centaines de watts sur 5, 7 ou sur 10, là pour le coup, aujourd'hui on ne sait pas encore faire ça en état solide. Hein, les pros probablement, je ne suis pas professionnel, donc je vois ce que je suis capable d'avoir, c'est-à-dire quelques dizaines de watts, mais quelques centaines de watts, je ne sais pas faire en transistor. Donc vous avez effectivement des tubes, hein, qui s'appellent des TOP ou Traveling Wave Tubes en anglais ou tubes à onde progressive en français, qui se, à chaque fois je me dis entre les pointeurs, qui en gros ressemble à ça. Alors ça présente des avantages, c'est que ça a un gain foutral, hein, c'est plusieurs dizaines de dB, ça peut faire 40-50 dB de gain. Ça présente un inconvénient, enfin plusieurs inconvénients, et parmi les inconvénients, c'est qu'il faut une alimentation spécifique parce que vous avez une polychée d'électrodes à l'intérieur, et puis vous avez de la haute tension. Il y a de la haute tension sur ce qu'on appelle l'hélice, qui a plusieurs millivolts, donc on aime, on n'aime pas, on pratique pas, on fait gaffe ou pas, mais c'est quand même pas très simple. Mais c'est aujourd'hui encore la seule solution pour faire de la vraie puissance sur ces bandes-là. Comment c'est fait à l'intérieur pour arriver justement à produire la techno, c'est pareil, en fait c'est un tube, hein, donc il y a effectivement, alors j'ai pas tout en tête, hein, il y a pareil, hein, il y a un filament qui est, il y a un filament de cathode, donc il y a une émission d'électrons, et la grosse différence avec les autres tubes, c'est qu'en fait il y a justement une espèce d'hélice qui accélère au final, c'est pour ça qu'ils sont longs, en fait, enfin ils sont longs entre les deux fiches ici, hein. Il y a une accélération effectivement d'un faisceau d'électrons par cette fameuse hélice. Voilà, il y a des intermédiaires, je pense. En fait, le flux d'électrons est modulé par l'hélice, donc ils arrivent par paquet à la fréquence que l'on injecte. Comme les accélérations, ralentissements sur l'autoroute, les voitures qui se tassent devant. Il faut prendre une précaution pour ne pas les flinguer. Quand ils n'ont pas servi un bout de temps, il faut les chauffer pendant 24-48 heures, de telle façon à décontaminer l'atmosphère interne, et ensuite seulement appliquer la haute tension. Donc ça c'est impératif. Comme les tubes, comme tous les tubes, tous les dégazages de tubes. C'est particulièrement fragile, c'est fragile mécaniquement, c'est fragile électroniquement, et notamment pour évidemment que le faisceau d'électrons soit bien, parce que c'est quand même relativement long, hein, soit bien dans l'hélice. Il y a à l'intérieur vous avez des petits aimants, et les aimants servent à refocaliser effectivement le faisceau d'électrons. C'est comme ça qu'on arrive notamment, ce qu'ils sont faits en général pour des bandes de fréquences, c'est relativement large, c'est relativement large, mais quand ils ne sont pas faits pour travailler sur la bande de fréquence sur laquelle on les fait travailler d'habitude, on peut les modifier en jouant sur ces éléments. C'est pour avertir. C'est de la chimie. Je crois savoir que vous avez juré de ne plus refaire une alimentation pour TOP. J'ai commencé avec un TOP de 10 watts à l'époque où personne n'avait 10 watts et j'avais récupéré un TOP en Angleterre. Effectivement, je me suis arraché un peu les cheveux dessus. Maintenant, on en trouve, il y en avait avant tout à l'heure.
Bon, alors typiquement, ce qu'on a comme ligne de transmission, ça peut être du coaxial, hein, c'est pas complètement interdit. Évidemment, vous imaginez bien que ça perd, hein, mais c'est pas complètement interdit. Donc alors ça, c'est plutôt des câbles qui sont utilisés sur les fréquences basses, entre guillemets, hein, plutôt 23 et 13 cm. Parce que ça, après, notamment quand ils sont gros, ils peuvent avoir un effet guide d'onde. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Typiquement, en hyper, on utilise ce genre de petites choses, de petits connecteurs, donc fait à base de coax semi-rigide et puis de fiches SMA. On peut avoir plein de trucs, hein, fiches SMA. Et ça doit être de la PC7, qui est une fiche qui est plutôt du coup réservée aux fréquences très élevées. Au-dessus de 20 giga. On peut l'employer en dessous. Hein, 18. Alors par contre, la petite particularité effectivement des hyper, c'est que vous pouvez transmettre, si on peut faire de théorie, d'abord on ne peut pas me lancer là-dedans parce que je ne suis pas bien sûr de tout maîtriser, mais vous pouvez effectivement transmettre les signaux dans ce qu'on appelle un guide d'onde. Donc un guide d'onde, en gros, c'est un tube. Alors le tube il peut être carré, le tube il peut être elliptique comme ça, il peut être rond comme ça. En fait, l'onde progresse dans ce matériau. L'avantage, c'est contrairement au coax, c'est que ça a peu de pertes. Tout à l'heure, vous avez un tableau, mais ça a relativement peu de pertes. Mais par contre, évidemment, c'est mécaniquement plus gros, c'est de la plomberie. Hein, c'est un peu plus bestial, mais c'est ce qui permet de ne pas avoir trop de pertes. Donc vous avez plein de modèles. Suivant ce que c'est. Ça, c'est un filtre hein, avec des tuyaux. Ça, c'est ce qu'on appelle les brides. C'est ce qui permet effectivement, en étant soudé sur ou serti ou je ne sais comment sur les guides d'onde, ça permet aux guides d'onde d'être liaisonnés les uns avec les autres. Puis vous voyez, après, vous avez des coups dans tous les sens. Vous avez des espèce de twist là qui est assez mignon. Alors justement les guides d'onde. Donc ce que vous voyez là, alors je vous ai mis quand même ceux qu'on utilisait principalement. Hein, donc alors on utilise en général, il faudrait vraiment être assez vicieux pour le faire, mais en dessous de 6 cm, en dessous de 5 giga 7, on peut, hein, c'est possible. Enfin les guides d'onde ils sont monstrueux, puisqu'évidemment ils dépendent de la fréquence de coupure dépend de la taille. Donc on évite. Par contre, hein, j'ai quand même mis là, en bande S, on peut l'utiliser. Donc en bande C, ce qui nous intéresse très souvent, c'est plutôt ce guide-là, WR137. Donc ça, vous avez 3 références hein, mondiales. Nous, en général, on utilise le WR. Donc vous avez le WR137, qui est celui qu'on utilise principalement sur 5 giga 7. En bande X, donc sur 10 giga, on peut utiliser indifféremment soit le WR90, soit le WR75. Là, plus vous descendez, plus la taille du guide est petite, puisque plus la fréquence augmente. Hein. On trouve les deux, on trouve de moins en moins de WR90, historiquement on a souvent fait avec du 90, mais 75 c'était celui pour les satellites. Donc toute l'industrie satellite a tourné principalement autour du 75, donc on trouve plus facilement du 75. Voilà, ça c'est une question de choix. Un petit conseil, si vous débutez, vous dites j'aurai tout en 90, j'aurai tout en 75, si vous commencez à mixer les deux, c'est le bordel. Parce que vous n'avez jamais le bon coup, vous n'avez jamais le bon truc, vous n'avez jamais le bon switch, vous n'avez jamais ce qu'il faut. Donc, moi j'ai commencé en 90, donc j'ai tout en 90. Et puis le WR42 que vous trouvez ici, qui est celui qui nous sert en bande, sur la bande 24 Go. Je sais pas pourquoi j'ai mis ces couleurs-là, ce n'est pas le bon truc, mais enfin bref, n'importe. D'autres questions? Alors comme on ne peut pas faire que du guide d'onde, en tout cas très difficilement, il faut bien à un moment ou à un autre passer d'un mode guidé à un mode coaxial. Donc pour ça on passe par des transitions. Donc, vous voyez typiquement, on ne va pas tout détailler, hein, vous avez celle-ci, vous avez une transition WR42 je pense. Vous passez effectivement, là vous voyez le guidon, vous voyez sa brique, vous voyez le petit carré du guidon, le petit rectangle du guidon, et à l'intérieur vous avez effectivement une SMA avec une petite pin qui est une longueur évidemment déterminée, et ça, là donc vous rentrez ou vous sortez d'ailleurs une ligne, on va dire vous la rentrez, et il sort ici effectivement coaxial. Alors là aussi hein, vous avez 25 modèles différents, suivant les guides, suivant la fréquence, suivant tout un tas de trucs. Alors, pour commuter à ces fréquences-là, c'est pas très simple, parce que n'importe quel système de commutation a un peu de perte. Donc si vous êtes sur 23 et 13 cm, tous les trucs commerciaux de ce type-là, ça c'est un CX520D que vous devez connaître, ça marche très bien, c'est largement suffisant, ça pose pas de problème. Ça par contre, si vous commencez à jouer à ça sur 10 000, je pense que ça ne va pas trop le faire, pour différentes raisons. D'abord, vous n'aurez pas d'isolation, vous allez avoir de la perte, c'est vraiment pas fait pour. Donc typiquement, ce qu'on utilise en hyper, c'est des relais qui ont cette tête-là, hein, qui sont la plupart du temps des relais avec des SMA, pas toujours, mais très souvent avec des SMA. Donc des modèles de ce type-là, ou bien des modèles un peu plus petits. Ça, on en trouve plein les foires, hein, en 12 volts, assez rarement, en 28, très fréquemment. Ça, c'est pas rare, c'est même pas très cher, c'est quelques dizaines d'euros hein, pour ça. Mais à un moment ou à un autre, il faut bien commuter, quand vous êtes en coax. Alors par contre, vous pouvez aussi commuter en guide. Ça c'est un peu plus compliqué. Vous
pour plusieurs raisons. L'avantage de la commutation en 8, bah, là, vous avez quasiment aucune perte, hein, donc c'est évidemment plus intéressant. Par contre, évidemment, c'est plus gros, c'est plus lourd, c'est un peu difficile à mécaniser. Donc là, vous avez un mode manuel, vous voyez que c'est fait de cette manière-là. Et là, vous avez un mode qui est effectivement électrifié, ou électrisé, je peux pas électrifié, je pense. Alors, la plupart du temps, ce n'est pas des relais comme on les connaît, c'est-à-dire une entrée et puis enfin, normalement ouvert, normalement fermé, ce qu'on appelle des transferts. Donc vous avez effectivement ici la façon dont donc c'est ces 4 ports. Hein. On ne le voit pas ici, vous en avez un là, un là. Donc vous avez la représentation ici. Et ça permet notamment les 4 ports de faire fonctionner éventuellement la même chose en émission et en réception. Alors, vous voyez, par exemple, si vous êtes dans cette phase-là, vous rentrez ici, le signal fait ça, il rentre dans le filtre, et puis après il va dans le convertisseur. A contrario, si vous le basculez comme ça, vous ne voyez pas, mais en gros, c'est que vous êtes en émission, et vous allez passer effectivement dans l'autre sens, vous allez faire la chaîne dans l'autre sens. Donc vous n'avez besoin que vous n'avez qu'une seule chaîne que vous utilisez dans les deux cas de figure. C'est assez intéressant. Bon, maintenant, malheureusement, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir trop de puissance. Enfin, c'est un peu compliqué. Comme typique, ça, on utilise ça de moins en moins quand même maintenant. On utilise très souvent finalement les relais en guide, on les utilise très souvent en relais classique, c'est-à-dire une entrée et une sortie, enfin deux sorties entre guillemets, et la troisième qui est laissée en l'air ou chargée par une charge. Ça, c'est un peu plus dur à trouver. Alors autant en WR90 ou WR75, on en trouve assez facilement. Déjà en WR42 sur 24 Go, ça commence à être un peu touchy. Au-dessus, c'est à la fois rare et très cher. Alors maintenant les antennes. Alors là aussi, il y en a beaucoup de types. Donc ça, c'est ce qu'on faisait un peu au début. Parce que finalement, l'antenne hyper, entre guillemets, là c'était pas en hyper, effectivement la plus simple, c'est quand même un cornet. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà dû voir probablement. Nous, ce qu'on utilise, on a plutôt cette tête-là. Alors ça peut être utilisé en cornet direct, hein, notamment si vous débutez, on peut très bien débuter avec un cornet. Le très connu Maurice F6 DKW a commencé il y a près de 30 ans avec un vulgaire cornet, et parmi les premiers QSO qu'il a fait, il a fait un anglais. Voilà, un cornet qui avait en gros cette tête-là. Pas forcément un petit cornet comme celui-ci, hein, mais effectivement un cornet déjà avec une ouverture assez, je sais pas quoi, 10 par 20 ou un truc comme ça, vous commencez à faire des QSO sans problème. Vous ne ferez pas du grand DX, mais vous ferez effectivement des QSO. Typiquement, selon les cornets aujourd'hui, on fait ça principalement pour illuminer des paraboles. On peut n'avoir que des cornets, mais en plus aujourd'hui, au prix des paraboles, c'était moins vrai. À l'époque, c'était très difficile de trouver des paraboles. On s'en souvient pas, mais à une époque, il n'y a pas eu de télévision par satellite. Et je peux vous dire que pour trouver des paraboles, les gens ne trouvaient pas d'offset, ou très rarement, et on trouvait des prime focus, et c'était pas forcément très simple. Et c'était très cher. Maintenant, la question se pose plus, parce qu'une parabole, c'est devient vrai. Alors, on a en gros deux grands types de paraboles. Alors, les paraboles qu'on appelle prime focus. Vous avez effectivement la source qui est ici, donc vous avez ici le principe de fonctionnement. C'est quand on est en émission, hein, évidemment c'est dans le sens inverse en réception. Donc vous avez effectivement une source, quelque chose qui est un réflecteur qui est symétrique, si j'ose dire. Et puis donc vous avez effectivement ce type de rayonnement. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients, et notamment parmi les inconvénients, c'est qu'effectivement ici vous avez une zone d'onde qui est faite par la source. Donc ça dépend un peu de la taille de la source, ramenée à la taille de la parabole. Si vous avez la chance d'avoir quelque chose qui a cette taille-là, où la source fait comme ça, et vous voyez la taille du bonhomme ici, c'est pas très gênant. Si vous avez la même, parce que ça, la taille de la source, en gros, elle dépend de la fréquence. Elle dépend de la fréquence, elle ne dépend pas de la taille de la parabole. C'est pas tout à fait vrai, mais je vous la fais courte. Si vous avez une parabole toute petite, là, vous pouvez avoir un masque qui est quand même relativement important. Donc ça, en gros, ce type de parabole, ça a un rendement global de l'ordre de 50%. C'est-à-dire que vraiment, c'est bien illuminé, voilà, vous obtenez un rapport, donc vous perdez 3 dB par rapport au gain théorique que vous aurez calculé avec la formule magique. Alors, pour faire mieux, c'est d'ailleurs pour ça que toutes les paraboles satellites sont en offset, on fait ce qu'on appelle des paraboles offset, donc qui sont en fait des tranches, enfin, des disques entre guillemets de paraboloïdes. Donc, si on continuait ici, si vous voulez, hein, sur une parabole offset, si on continuait là, on aurait le reste de la parabole. Voilà, donc c'est en fait une tranche, on va dire, de parabole, pour faire simple, et que vous illuminez avec une source qui, comme vous le voyez ici, a le gros avantage de ne pas être dans le faisceau. Voilà, donc ça, c'est typiquement ce qui est utilisé aujourd'hui par les radioamateurs, hein, donc ça, c'est la station de Michel de VVH, si je me souviens bien. Ça, maintenant, la quasi-totalité de ceux qui font des hyper utilisent des paraboles offset pour différentes raisons. Une des premières étant qu'effectivement, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à trouver. La deuxième, c'est qu'effectivement, donc là, on est dans des rendements qui font 60-65%. Donc là aussi, à surface égale, on gagne quand même quelque chose par rapport à une parabole prime focus. 2 à 3 dB. Quoi 2 à 3 dB, grosso modo. Ouais.
pense que 3 c'est un peu optimiste. Et on a moins de bruit terrestre ramené. Très bonne remarque, oui. C'est une remarque que je voulais faire. C'est quand vous êtes en fait sur le. Ici, la source en fait elle n'est pas parfaite. Là on imagine qu'effectivement elle voit tout, mais en fait la source elle voit aussi un peu là. Et là c'est quoi? Là c'est le sol. Et le sol il fait quoi? Il fait du bruit. Donc ça c'est pas bon du tout. Enfin, c'est pas bon du tout. Ça, évidemment ça a l'avantage d'exister. Mais effectivement vous ramenez du bruit que vous ne ramenez pas du tout avec une parabole offset examinée de cette façon-là. On voit dans certaines photos des mecs qui sont très contents et qui se disent mais pourquoi on ne la met pas dans l'autre sens? Donc les mecs en fait ils prennent ça et ils le mettent dans l'autre sens. Ce qui est tout à fait possible puisque le faisceau est toujours à l'horizontale. La seule différence c'est que c'est une catastrophe, à moins de sous-éclairer complètement la parabole et que la source ne voit que la parabole, mais pour peu qu'elle ne voit pas que la parabole, ce qu'elle fait toujours, alors plus ou moins comment elle est designée, ce que vous voyez c'est le sol. Et le sol c'est une catastrophe parce que le sol est à, faire un peu de radioastronomie, est à quelques centaines de 290 ou 300 degrés K. Le ciel est à cette fréquence-là, elle est à quelques degrés K, donc en fait vous récupérez tout le bruit de sol, qui évidemment est totalement nuisible. Et si on a le soleil juste au-dessus de la parabole, est-ce que le bruit remonte? Si le soleil est à l'horizon, enfin, là tu vois, le faisceau est à l'horizon, si ta parabole est à l'horizon telle qu'elle est et ton soleil se couche, le soleil t'as le bruit qui remonte. Hein. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est dans le système d'inversion, si on a le soleil qui est juste au-dessus de. Là, par exemple, voilà. Est-ce que là, ça fait remonter le bruit au bout de la source? Oui, un peu, puisque pareil, c'est ce que voit. En fait, c'est ce que voit la source. Si la source, dans son lobe, elle voit effectivement un truc qui est très chaud comme la Terre, voire très très chaud comme le Soleil, elle le voit. Hein. Et dans les rendements, quand on dit ça a 60-65% de rendement, les 35% qui sont perdus, ils sont perdus par quoi? L'illuminateur principalement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu pouvais. C'est la source en fait qui fait tout le boulot, on n'imagine pas, mais c'est la source qui, si elle était parfaite, c'est-à-dire si elle était capable d'éclairer uniformément le réflecteur, on aurait 100% de rendement. Mais d'abord, il y en a un peu à côté, enfin un peu en dessous, un peu à côté, un peu au-dessus, donc déjà t'en perds un petit peu, et en plus elle n'éclaire pas de manière uniforme. N'importe quelque chose qui rayonne, ça a en gros un diagramme de rayonnement qui est une patate. Mais la patate, elle n'est pas totalement en phase, si j'ose dire, avec le réflecteur. C'est pour ça qu'effectivement, on n'a pas un rendement. En théorie, si on savait faire une source parfaite, on aura un rendement de 100%. Idem avec une prime focus, hein. modulo le masque. Dans le scénario, l'image précédente, là, où il y a la source au milieu, comment on améliore? Il faut monter pour éviter d'avoir le sol. Ah non, tu auras le même bruit de sol. Il y aura le même bruit. Que le sol, si qu'on soit loin ou pas du sol, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il faut se mettre en fait, à la place d'un. Tu aurais ton œil ici, tu regardes là, que tu sois à 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, ou alors si tu es à quelques millions de kilomètres, évidemment c'est plus vrai, mais c'est pas à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres. Ce que voit ta source, c'est le sol. Et c'est le sol qui est chaud, et donc bruyant. Pour améliorer là, il y a soit améliorer la source. Alors on peut faire un truc, mais alors du coup, qui est quand même vachement vicelard, c'est d'avoir une source qui n'éclaire, ce qu'on appelle une sous-illumination, c'est-à-dire qui n'éclaire qu'une partie de la parabole. Donc effectivement, l'éclairement sur les bords ne se fait pas, mais du coup on n'utilise qu'une partie de la parabole. Donc si tu montes une parabole de 10 mètres, ce qui est un petit peu compliqué pour n'en éclairer que 5, ou alors faire comme le coronet précédemment, où tu as des parois ici qui t'empêcheraient de voir, mais après il y a des problèmes de réflexion. Je ne sais pas si ça marcherait bien. Et de ce point de vue-là, alors, je crois avoir vu des systèmes où la source n'est pas de ce côté-là, mais elle est derrière la parabole avec un. Pardon, c'est terminé. Ça existe. Donc, la troisième chose qui existe, c'est ce qu'on appelle les paraboles à réflecteur secondaire, donc sub-réflecteur. C'est très employé par les professionnels. Ça présente tout un tas d'avantages. En général, on arrive à avoir de très bons rendements alors qu'on a quand même 2 réflexions, ce qui n'est pas le cas effectivement, on n'en a qu'une dans les autres cas de figure. Vous avez effectivement ce type-là, donc vous avez plusieurs types, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez plusieurs types de paraboles à réflecteur secondaire. Elles peuvent être prime focus comme celle-là, elles peuvent être avec le réflecteur secondaire qui est plus ou moins situé loin et qui a plus ou moins une forme différente. Voilà, il peut être concave comme il peut être convexe, on ne va pas rentrer dans le détail. Ça marche également sur des paraboles offset. Vous avez des paraboles offset qui ont également des réflecteurs secondaires. Donc ça a plutôt un bon rendement. Et le gros avantage, c'est que comme vous avez effectivement la tripaille ici, là elle est très accessible. Là quand elle est là, c'est un peu chiant, pour différentes raisons. Et du point de vue bruit récupéré par du sol, pas de différence?
Alors pas de différence si, parce que là forcément cette source-là elle est aussi imparfaite que l'était l'autre quand elle était là, si tu veux, donc forcément elle voit aussi un peu le sol. Mais en fait, évidemment, hein, tout ça est calculé pour que ça soit en phase avec ça, si je veux dire, pas en phase radioélectrique, mais en construction, enfin voilà, et que ça soit en phase avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement là, il faut avoir une source dont le lobe, évidemment, ne vise que le subréflecteur, enfin, ou le plus possible. Tout ça n'est jamais parfait, hein. Par définition, une source c'est pas parfait. Et, tous les rendements qui sont... et le lobe, c'est la taille du cornet, c'est la grandeur, c'est ça qui va déterminer. Alors, ça peut être la forme, la taille du cornet. Tu peux avoir des cornets, alors très souvent ils sont rectangulaires, mais on peut les mettre plus ou moins plats. Donc en fait c'est comme des yagis, on peut jouer avec la forme de l'ouverture du cornet, on peut jouer, on joue sur la forme du lobe de sortie. Bon, là vous avez des antennes un peu particulières, donc ça doit être des lentilles à gauche. Et là à droite vous avez ce qu'on appelle des antennes à fente, donc autant ça on l'utilise assez peu, quoique j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait des lentilles, des trucs lentilles pour au sang là. Et ça, par contre ça on utilise assez fréquemment nous, c'est ce qu'on appelle les antennes à fente qui permettent de faire principalement les balises. Donc ça c'est vaguement omnidirectionnel, pas tout à fait vrai parce que ça fait en gros 6 dB de recall, mais en gros effectivement ça c'est ce qu'on utilise nous, la quasi-totalité des balises sont faites avec des antennes à fente de ce type là. Donc vous voyez là ce qui est fait, c'est du guide. Hein. Alors, on ne voit pas parce que c'est du... Le gaz c'est à peu près 10 dB avec... Ça dépend du nombre de fentes. C'est un trèfle à 4 feuilles le diagramme. Enfin, dans le sens... Bon, quelques types d'installations, donc là on n'est jamais aussi bien servi par soi-même, j'ai mis ce que moi j'ai chez moi. Donc vous pouvez faire, là il y a deux types de supports d'antenne, vous pouvez être équipé en fixe, hein, donc avec un pylône chez vous, donc ça c'est ce que j'ai chez moi, donc vous voyez il y a ça dans des bandes, là alors celle-là a été démontée depuis parce que outre le fait que c'était du 24, que je faisais pas beaucoup de QSO, j'ai mis le frelon là-dedans, donc ça m'a un peu agacé. Ça c'est une parabole 10 000, donc là vous voyez j'ai une offset 10 000 qui fait environ 70-75 cm si je me souviens bien, vous avez le transverteur qui est là et le cornet qui est ici, et ça c'est la parabole que j'ai sur 6 cm, donc 5-7, qui est complètement différente, c'est une parabole prime focus pour le coup, et qui est alimenté avec un bougie. Ça c'est chez Maurice des KW, donc là c'est pareil, vous avez, alors lui il a une parabole, c'est pour ça que je dis il a une parabole avec un réflecteur secondaire. Donc vous voyez qu'en fait ici le signal est là, donc je ne sais pas comment c'est fait, mais vous allez voir sa source là. Là il y a le subréflecteur, et puis ça c'est la parabole, il est à 90 cm Maurice. Et ça c'est son 24 Go. Il y a un avion. C'est l'avion qui vient effectivement livrer Maurice. Voilà, bon, on ne va pas se cacher, hein, être équipé en fixe, c'est pas si simple que ça. D'abord, il faut quand même avoir un site à peu près adapté. On verra tout à l'heure dans les modes de propagation, le rail scatter permet de s'en affranchir un peu, mais si vous voulez faire de l'onde de sol, de la tropo, il faut quand même pas être dans un trou. Enfin, vous pouvez essayer, mais vous pouvez faire du DK, ça marchera bien. Des VHF, si vraiment vous y croyez, mais des hyper, même en mettant un cierge dans l'église locale, il ne faut pas faire pareil. Voilà, et puis quelque chose aussi quand même que je précise, hein, c'est que bon, vous voyez Maurice comme moi, enfin, il a une installation de pylône un peu plus solide que le mien, moi j'ai du vulgaire balmet 20 cm de côté. Une parabole comme ça fait 1 degré dans l'ouverture à peu près, un digit. Donc avoir un pylône qui et là-dessus j'ai en plus autre chose, c'est que le pylône n'est pas complètement vertical. La visibilité, c'est que le 1 degré il vaut en site, mais en azimut, mais également en site. Donc j'ai un petit vérin derrière que j'ai mis avec un bricolage qui me permet de régler un tout petit peu en site pour récupérer l'inclinaison du... Il y a un peu de boulot quand même. Hein. Et chez vous, il n'y a pas de vin? De quoi? Il n'y a pas de vin chez vous? Ah si, c'est déjà tombé ça. Ça doit pousser sur les paraboles. Une fois en 80. Ouais, mais alors elles ont... En fait, je tourne ça dans l'autre sens et elles sont montées sur une sorte de U inversé qui fait qu'effectivement ça pousse sur le U qui lui-même a tendance à rebasculer le tube qui sort, qui lui-même est poussé en haut par les Yagi. Donc en fait, je contrebalance le... Enfin, ça s'est cassé la gueule en 90. Mais ça a bien soufflé. Ouais, on a eu 100, il y a eu, là je suis pas très loin d'Orly, on a eu 180 Orly. En 99, c'était le top. C'est tombé une deuxième fois, mais là c'était plus de ma faute, il n'y avait même pas les paraboles, c'est que le tube de sortie était trop faible et ça a plié. En plus, j'avais pas eu le temps de les mettre dans le sens du vent, ça avait plié parce que ça avait pris bon par le travers. Maurice a tout perdu en 99 aussi. Lui, il y a eu 200 chez lui.
Alors là aussi, c'est ce qu'on appelle. Alors vous voyez, ça c'est un peu l'exemple type de ce que je vous ai montré qu'il ne fallait pas faire tout à l'heure, mais il a l'air d'être. J'espère que c'est pas quelqu'un dans la salle, et lui il a l'air d'être content de lui. En fait, ça c'est une connerie, hein. Ça n'a aucun intérêt et ça ramène du bruit de sol. Donc, je vois pourquoi je fais, mais enfin bref. Donc ce que j'ai, ça c'est justement juste pour vous dire que la plupart donc, de l'activité hyper se fait en portable. D'abord, ça permet d'accéder sur des points hauts, d'avoir des dégagements. Ça c'est des meilleurs. Et puis bon, bah, c'est typiquement ce genre d'installation que vous avez. Hein. Des paraboles sur des trépieds, donc celle-ci est très caractéristique. Donc c'est une parabole prime focus. Le vrai truc qui se pratique aujourd'hui, c'est un trépied un peu hausse costaud comme celui-là, une parabole offset de 90, 1 mètre, 1 mètre 20, ça dépend de ce que vous avez comme de disponible. Et puis à la source, des sources interchangeables. C'est-à-dire que vous mettez le 5.7 et puis ensuite vous enlevez le 5.7, vous mettez le 10 giga, ensuite vous enlevez le 10 giga, vous mettez le 27. C'est aujourd'hui, je pense, utilisé par beaucoup d'opérateurs et surtout par les meilleurs, si j'ose dire. Pourquoi? Parce que ça permet effectivement d'avoir qu'une seule parabole et de simplement changer la source. Il y a de rapidité. Il y a de rapidité de changement de bande. Il faut une grosse précision mécanique. Alors, plus la parabole est grosse, plus la fréquence est élevée, plus il faut avoir une grosse précision mécanique. C'est pour ça que c'est le trépied qui fait une bonne partie de la. Et là, sur cet exemple, le coût est de combien à peu près? Minimum? C'est très difficile. Alors les trépieds, à une époque, on les achetait pour rien. Maintenant, évidemment, comme tout le monde en veut, ça coûte. Trépied, on est vers, je sais pas, 150 € maintenant, quelque chose comme ça, facile. Les paraboles, en fait, ça n'a pas vraiment le coût parce qu'on peut quasiment les récupérer aujourd'hui. Alors, c'est quelques dizaines d'euros. Alors après, si on achète des paraboles, typiquement les très bonnes paraboles télé, typiquement de Visiosac, celles qui sont en fibre, 90 cm, j'en sais rien, ça vaut 50 €, enfin, ou rien si on les récupère. Bon, c'est pas ça. Ce qui coûte cher, c'est en gros le trépied. Ce qui coûte cher, c'est quand même ce qu'il y a dans la boîte. Hein, parce qu'en fonction de ce qu'on a dans le transverteur, alors le transverteur lui-même, c'est difficile à dire, ça dépend si on le fabrique, si on l'achète. Un transverteur, allez, on va dire acheté, c'est quelques centaines d'euros. Avoir un ampli, c'est aussi quelques centaines d'euros. Un préampli aussi. Voilà, ça peut vite faire 1000 € quand même l'ensemble. Je voulais dire les trépieds de géomètre ne permettent pas d'un positionnement précis, à moins de petites modifications et quelques modifications mécaniques, et ça convient. Par contre, on ne mettra pas une parabole de 1,20 m comme ça, on mettra une 70 cm, 80 cm. Et ça coûte rien. 20 €. J'ai commencé avec des trépieds de géomètre aussi. Enfin, moi, j'ai fait différemment. J'avais bridé un truc de R5, un roulement d'R5 que j'avais dessus. J'ai toujours ça. J'ai commencé comme ça. Ouais. Et si on veut repeindre une parabole? Parce que j'ai déjà posé la question, j'ai pas eu de réponse sur le site. Sur liste. Effectivement, j'ai vu des vieilles discussions, mais j'étais pas sûr que c'était vraiment fondé comme argumentation. Pourquoi la repeindre? Parce qu'elle est sale, et parce qu'elle a peut-être perdu un peu de protection. C'est pas la peinture qui fait, c'est le matériau qui fait. C'est une parabole en tôle, hein, donc. Ouais, mais la tôle, à moins de traverser, à moins d'avoir des trous dans la tôle. Si c'est la peinture d'origine, je pense que ça ne doit pas poser de problème. Si c'est une peinture qui était rajoutée après. Non, si elle est sale, on peut l'emmener au Car-Chiffon, à la station de lavage. Ouais, mais après, elle va se mettre à rouiller en plus, quoi. Ah, mais c'est de la tôle acier. Ouais. Faire gaffe aux précisions de surf, faut surtout pas les, faut pas les voiler, faut pas les choquer, par contre ça va très vite. Hein. Une parabole un peu merdique de télésatellite en tôle en outil, on la prend, on fait comme ça, pour peu que ça reste, c'est tout belle. Hein, le grand maître 6 BBA dit prenez toujours des paraboles en fibre si vous faites du portable. Si vous faites du fixe, vous pouvez mettre une parabole en métal. Bon, on va faire, parce que je suis désolé, il y en a encore, il y a des sons à écouter. Bon, on peut faire en trafic, en satellite, où en plus à l'époque, le QO100 n'était pas là, donc c'est encore plus vrai avec QO100 aujourd'hui. Et on peut faire évidemment du terrestre, ce que je vais appeler de la bande de sol, mais vous allez voir qu'il va se définir un peu différemment. On peut aussi faire de l'EME, donc ça évidemment c'est un peu le top. Donc là je ne veux pas vous dégoûter parce que là effectivement là pour le coup on est sur quelque chose qui est assez pointu. Hein. L'objectif c'est de montrer ce qui existe, mais ça en partant de rien, ça on le fait pas en 30 secondes. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, ce monsieur-là qui a débuté, qui a été un des premiers à faire de l'EME sur 10 gigas, la parabole fait 4,50 m, je crois qu'il avait un TOP de 450 watts. Enfin bon, je ne vais pas sur les détails, précision de pointage, faire que le TOP fonctionne, enfin bon bref. Et
ça, j'ai trafiqué plusieurs fois depuis chez Jean-Jacques 6KS6, enfin Jean-Jacques Hachel qui avait ça, comme on avait fait de la radioastronomie, mais à l'époque on avait fait du digital. Et donc ça c'est une parabole qui fait 3,30 m, qui est posée sur un positionneur en radar. Donc ça c'est encore accessible, ça devient un peu moins, enfin, tout est faisable, c'est qu'une question de moyens, de volonté, de trucs. Deux questions. TOP, ça veut dire Tube à ondes progressives. C'est bien ce qu'il expliquait tout à l'heure. Alors je vais vous faire quelques petits sons. Là vous allez voir le ME. Ça marche pas. Donc il faut des moteurs vraiment super précis. Ah bah là, quand je disais tout à l'heure qu'une parabole en gros une parabole de 70 cm ça fait 1 degré d'angle d'ouverture, là on est en dessous là sur des paraboles, alors celle-ci, là le lobe de cette parabole là est inférieur au diamètre apparent de la Lune. Donc ça quand on vise la Lune, là on vise qu'une partie de la Lune. Alors je ne vous garantis pas que ça va fonctionner, mais on va essayer. Ça, il y a mieux. Il faut y toucher. Maintenant, ça marche plus. Attends, je vais peut-être mettre un peu de... C'est peut-être là qu'il y a un Non, contact. je pense que j'ai pas assez de... Je vais voir si ici j'ai assez de bruit. Ça va être un peu plus quand même. Voilà. Puis maintenant c'est F5 si je me souviens bien. Hop. Donc ça, ces échos-là de mémoire, c'est les échos qu'on avait donc là, chez AKSX. Donc la parabole fait 3,30 et il y avait 50 watts de mémoire. Donc vous pouvez remarquer, il y a de l'étalement de spectre. C'est lié à l'imperfection de la surface de la Lune, qui sur les fréquences plus basses n'est pas radioélectriquement écoutable, si j'ose dire, mais qui à ces fréquences-là, effectivement, le devient. Donc là, vous allez voir des signaux un peu plus forts. Alors, désolé pour ceux qui ne prennent pas la graphie, hein, mais... Donc ça c'était la parabole, vous la verrez après avec UKDF, et là vous avez donc là. Donc ça c'est lui là. Ça, on fait un peu mieux maintenant, mais ça, c'est déjà des signaux forts en sur digital. Ça, c'est des signaux qui ont déjà près de 20 ans. Hein. Aujourd'hui, bon, on a plus de jeux. Alors, ah oui, encore plus fort. Je change des 0 SH, un peu plus fort. Donc là, vous avez la parabole IQ4DF, celle que vous avez entendue. Vous voyez, hein, d'ailleurs, ça illustre un peu ce que je disais. Les paraboles qui sont utilisées par ces stations-là, c'est des paraboles avec subréflecteur. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est des paraboles professionnelles qui ont été récupérées. Fabriquer ça, c'est puis, enfin, moi je sais pas faire. Peut-être des gens qui savent faire, mais... Ça commence bien. Pourquoi il veut pas? Il dit ça. Donc là, je crois que la parabole fait 9 mètres si je me souviens bien, et je crois qu'ils ont 700 watts ou un truc comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que le son est beaucoup moins granuleux à écouter. Alors, il paraît beaucoup plus pur. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est une remarque que je me suis faite en préparant le truc, en réécoutant ça. Je crois qu'il y a à la fois la surface de la Lune, mais je me demande si c'est pas aussi la vibration, et que cette vibration n'est pas forcément la même tout le temps. Et qui ça se trouve, effectivement, c'est une période où il y avait moins d'étalement de spectre. Mais effectivement, il y a moins d'étalement de spectre sur cette là que sur ailleurs. Sur le signal de WA7, là,
Au début, on a l'impression qu'il y a un peu de Doppler, je sais pas si... Non, c'est juste qu'on a dû retouiller le bouton pour effectivement recaler mieux dans le fil. Non. Donc, on peut également en faire au-dessus. Donc là, vous avez l'exemple de 3 personnes qui font de l'ME sur 24 Go, voire même sur 47, sachant que ce garçon a même réussi à avoir ses échos sur 76 Go. Avec un... Alors lui, je ne vais pas vous raconter parce que c'est un peu long, mais vous pouvez le trouver sur le net. Il a fait des trucs absolument exceptionnels. C'est qu'en fait, il a fait la parabole, c'est juste un exemple, la parabole ici est suffisamment imparfaite pour ne pas pouvoir être utilisée telle qu'elle. C'est-à-dire qu'effectivement, l'état de surface n'est pas suffisamment correct à 76 Go. Donc en fait, il a fait une lentille correctrice qu'il a pas calculée, parce qu'en fait, il avait une source, il regardait, et il mettait effectivement des petits... Alors la lentille, ça permet de freiner un peu l'onde, si j'ose dire. Parce que ça veut dire ça fait un peu de retard de phase, on va dire. Et donc ça permet effectivement de freiner. Et avec ça, vous arrivez à tout remettre en phase. Et quand vous remettez tout en phase, vous avez corrigé le réflecteur. Je vous conseille d'aller voir sur le net, c'est assez bluffant. Ça vaut vraiment le coup. Allez, maintenant on va faire des choses qui sont plus raisonnables et qui sont plus accessibles au commun des mortels. Donc là, quand vous êtes effectivement en mode terrestre, on va dire, donc je vous rappelle quelque chose brièvement, vous pouvez avoir comme type de... Donc ça c'est une antenne, mais à la limite peu importe. Vous pouvez avoir soit de ce qu'on appelle la subréfraction, c'est-à-dire effectivement vous avez l'indice de l'air qui fait qu'effectivement l'onde, au lieu d'aller tout droit, parce que si effectivement il y a ce qu'ils appellent standard atmosphère, effectivement ça va tout droit. Quand vous avez des variations d'indice, vous pouvez aller soit au-dessus, soit en dessous. Et vous pouvez voir même dans certains cas de figure, ce qu'on appelle du dot, c'est-à-dire avoir effectivement des ondes qui se propagent parce qu'effectivement elles sont tellement réfractées ici qu'effectivement elles continuent comme ça. Donc ça en fait, tous ces deux modes-là, c'est les plus qu'on cherche parce que c'est ce qui permet de faire des QSO à très longue distance qui sont quand même très intéressants. Donc c'est ce qu'on appelle en gros la tropo, qui est simple, qui marche à 144, 432, ainsi de suite, et qui marche jusqu'à 10 et 24 Go. Donc là je vais vous montrer des exemples. Ça c'est enregistré chez moi, donc avec les antennes que vous avez vues tout à l'heure. Ça c'est à près de 1000 bornes. Donc ça c'est alors bon, j'ai enregistré comme ça parce que j'avais pas... C'était son enregistrement de chez lui, ça. Donc ça c'est moi entendu chez lui. C'est un peu long ça. C'est mauvais parce que c'est enregistré de mémoire avec un truc à cassette, parce que il est assez vieux ce QSO là, sur le bord du truc, mais c'était très fort, enfin je veux dire c'était très compréhensible sans aucun problème. Et ça doit être de la C-Double si je me souviens. Ça c'était très fort. Et là il y a 800 bornes. C'est du 10 Go, j'ai pas précisé mais c'est un 10 Go ça. Ça, c'est des QSO, c'est au mieux une fois par an. Sort de ce corps de... Je suis désolé parce que si j'arrête, je crois que ça va finir de passer. Ça va très bien. Non, c'est pas rapide ça. Ah si, c'est trop rapide pour les gens qui ont... Et quand tu fais des compresses de cas, non, ça c'est pas très bien. C'est pas bien. On va me rater parce que... Visiblement c'est en boucle, je sais pas pourquoi. Ça c'est chiant, ça se remettre à 0. 36. 36 quoi? La page. Ah oui, mais là j'ai pas les numéros de page. Ah, donc plus rigolo, différent on va dire.
un des phénomènes de propagation qui est les plus intéressants, c'est ce qu'on appelle le rain scatter. Donc en fait, c'est en gros, on est dans les nuages d'orage. Et en fait, on excite. Il y a eu des articles qui ont été faits, j'en ai fait un pour le Proceedings de CJ il y a quelques années. En gros, dans un nuage, vous excitez soit des gouttelettes de pluie, soit des petits cristaux de neige, soit de la glace, enfin bref. Et en fait, étant excité, avec le rapport qui va bien entre la taille de la goutte, du cristal ou autre, et la fréquence avec laquelle vous effectivement vous l'excitez, et bien en fait, ça se met à rayonner comme un petit dipôle, comme N petit dipôle. Et donc ça, au final, ça fait effectivement un nuage qui se met à émettre. Vous êtes tapé dans une direction, et lui, le nuage, il se met effectivement à émettre, un peu comme une grande antenne. Effectivement, donc ça diffuse dans certains périmètres. Pour peu que vous soyez quelque part, et que vous voyez ce même périmètre, donc ce même nuage, vous entendez le signal incident qui vient effectivement de la station qui est ici. Il fait comme un répéteur avec un délai. Voilà, c'est un répéteur. Non, il n'y a pas de délai. Non, c'est en temps réel. Il n'y a pas de répéteur. Non, c'est pas un répéteur. Oui, c'est une sorte de répéteur. On peut appeler ça comme répéteur. Effectivement, c'est presque un réflecteur, un diffuseur en fait. C'est plus ça, ouais. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui avait fait une démo comme ça ici de réception d'une balise, à 10 gigas. Ouais, c'est possible. Je sais pas, en 2010 peut-être. Donc ça c'est très bien parce que ça permet de faire des contacts soit à courte distance, mais vraiment ce qui m'intéresse plus c'est effectivement à longue distance. Je pense avoir été avec Maurice un des premiers à avoir utilisé ça. En fait, un jour avec Maurice, on était, je sais pas, dans les années 90, début des années 90, en fait on écoutait vers l'Allemagne et on entend dans une zone, on entend des signaux complètement déformés. En fait, vous allez voir, c'est une tonalité comme ceux qui ont déjà fait de l'Aurore 644, une tonalité aurorale, c'est l'étalement de spectre, un peu comme le ME mais en pire. En plus étalé, dans certains cas de figure, c'est pas toujours étalé, mais là, ça l'est quand même fréquemment. Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et on s'est dit, bon, d'abord, on s'est pas posé la question, d'abord, on a fait les contacts, et après, on a réfléchi, on a regardé, et en fait, on s'est dit que ça devait être ça. Et à l'époque, on a, je pense, été parmi les premiers Français à découvrir ce mode de fonctionnement. Alors maintenant, tout le monde en fait, parce que c'est effectivement la bonne solution pour faire beaucoup de QSO, même en étant relativement mal dégagé, et à quand même relativement longue distance. C'est-à-dire que si les nuages sont... Alors, ce qu'il faut favoriser, c'est les très gros cumulonimbus, donc ceux qui montent très haut, et un très gros cumulonimbus très actif qui monte à 10 ou 12 000 mètres. Si vous l'attaquez bien, vous pouvez faire des contacts jusqu'à 800, 850 km, voire plus dans les cas de figure extrêmes avec vraiment des grosses PAR, voire même plus si vous combinez ça avec des petits phénomènes de troupeaux ou autres qui permettent de gratter un peu les premières dizaines de kilomètres de parcours. Mais s'il y a des orages comme ça, c'est pas forcément, on ne le sait pas forcément en visu. Ah non, peut être au-delà de l'horizon. Pour que ça fasse en gros 800 km, il faut que toi tu sois là, que le nuage soit là et que l'autre soit là. Ouais. Donc en gros, le nuage il est à 400 bornes, donc effectivement tu ne vois pas 400 bornes. Et du coup, il faut tirer dans le ciel. Alors oui et non. Si l'orage est prêt, oui, tu peux mettre du site. Mais on fait ça rarement parce que c'est pas forcément les trucs les plus intéressants, parce que c'est les plus proches, donc voilà. Et en général, quand il y a des phénomènes orageux, il y en a un peu partout en même temps, enfin un peu partout, mais c'est fréquent, et donc on essaie de viser en général les plus loin, les plus actifs, pour pouvoir faire les distances les plus intéressantes. De la polarisation dans tout ça. Ah ouais, ça j'ai pas. Oui, c'est une très bonne remarque. J'ai parlé. Alors, en fait, on est en polar horizontal, comme en 144, 432, 1200, on est en polarisation horizontale en hiver. Ça donne ce que ça donne, parce qu'à l'arrivée, elle est peut-être verticale, Alors, a priori, non. J'avais lu des choses là-dessus. A priori, en rain scatter, non, elle conserve en fait le petit truc est excité, en fait, il rayonne comme un dipôle horizontal. Puisqu'en fait, tu as une onde incidente qui est qui est polarisée linéairement et horizontalement dans le plan E, et donc effectivement le petit dipôle derrière, enfin la petite du dos re-rayonne de la même manière derrière. Mais je m'étais posé la question effectivement. Mais si on a un correspondant qui n'est pas en face et qui est à 90 degrés, c'est très mauvais. Ce que je veux dire, le nuage c'est pas mauvais, mais comme ça. Alors je crois que j'ai un kiki qui montre ça à peu près. On peut très bien effectivement, on peut très bien faire ça pose aucun problème. Parce qu'en fait lui par exemple il émet, il excite cette zone-là, toute cette zone-là rayonne, et puis là, lui, il entend, qui vit ça, il entend parfaitement la zone-là qui rayonne. En fait, c'est une antenne secondaire, si je veux dire. Et là, il n'y a que les télégraphistes qui font des QSO, parce que quand ça forme un angle droit, c'est complètement déformé et on ne comprend pas la phonie. Ça, vous allez voir, je crois qu'il y a des exemples après.
Donc effectivement, ça, c'est réservé aux radioamateurs, c'est-à-dire ceux qui font de la graphie. Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué pourquoi. Deux raisons pour ça, c'est faux d'abord. Parce que même déformé, vous arrivez quand même parfois dans certaines conditions à comprendre la phonie. Pas tout le temps. Il faut que le signal soit fort et il faut qu'il ne soit pas trop déformé. Et surtout, alors ça, quand j'avais écrit l'article, j'avais compris pourquoi. Si vous êtes dans l'axe, c'est-à-dire que si vous avez en gros émetteur, zone de diffusion, récepteur et tout ça est aligné, ici, il n'y a pas d'étalement de spectre. Mais c'est aussi dégradé que de l'aurore en VHF ou c'est T'as pas de Doppler là, parce que les gouttes elles montent. Il y a un peu de Doppler. Il y a un peu de Doppler. Quelques dizaines, peut-être centaines, enfin 100 ou 200 Hz, mais pas plus. Hein. Si, T'as des putains de courants ascendants. Ouais, il y a du Doppler. Donc là, vous allez avoir quelques exemples. J'espère qu'il y a un peu de folie pour les non-graphistes. Ça, c'est de la phonie quasiment pas comprise. Ça, c'est la phonie de DVA, ça. Non, ça c'est la phonie de DWG. Oui. C'est comme ça se termine. Voilà. Donc en gros, je vous fais la carte de la France. Moi je suis ici, Michel était là, BVA, et il contacte Marc DWG qui est derrière moi. Donc moi je suis tourné vers Michel. Donc ce que vous entendez Michel, vous voyez que le signal est un peu déformé, mais il est parfaitement compréhensible en phonie. Par contre, j'entends Marc qui est derrière moi, le signal est totalement déformé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme disait tout à l'heure fort justement Monsieur Neufo qui s'en va, c'est qu'effectivement dès qu'on n'est plus aligné, et a fortiori quand on est complètement derrière, il y a du backsetter et c'est totalement... Il était où là dans ta... probablement quelque part au-dessus de sa tête, là par exemple. En gros, pour que ça fasse ça, bon Michel a une grosse station et moi je me débrouille, donc ça voilà, on viole un peu la machine, mais en gros ça se passe très bien. Là typiquement, enfin ça se voit pas parce que j'ai pas de S-Met pour vous montrer en même temps, mais ça c'est au-dessus de 9 comme si vous voyez, c'est à Michel, maintenant je dois connaître par cœur, je crois que c'est 580 km par rapport à chez moi, le signal de Lure. Donc justement, il vous voyez encore marqué donc voilà, donc en fait DVA est clair parce que le nuage est quasiment dans l'axe entre lui et moi. Par contre, DWG que j'ai dans le dos est très très déformé. Je veux peut-être rajouter quelque chose. Moi je suis nul en télégraphie, j'ai honte. Mais non. Mais avec l'habitude, avec l'oreille, j'arrive à décoder des signaux en phonie, Renskater, que vous n'allez pas comprendre. On s'habitue, on arrive à bien décoder. Vous voyez, là c'est déjà plus étalé. Donc FHP, paix à son âme, était dans le 33. Donc là, entre lui et moi, tout ça c'était pas aligné. Je le probablement un peu. Là aussi c'est très fort. Hein. C'est bien. Bon, allez, je vais en faire écouter un peu l'autre, donc je sais pas. Comme ça, donc ça c'est Maurice qui est en gros qui est à peut-être 10 bornes de chez moi. Donc Maurice qui est à 10 bornes de chez moi, et par définition on n'a jamais le nuage entre lui et moi. Hein. Donc Maurice, quand je l'entends appeler, c'est toujours ça. Il est toujours, on vise tous les deux le même nuage, on est l'un à côté de l'autre en gros, pour faire ça. Donc là je l'entends pas en propos, hein. Je l'entends par réflexion, il est à 10 bornes de chez moi, mais le nuage est à 300 bornes. Donc on fait boum boum. Vous avez la réception internet ici sur le PC. Une réception internet? Oui. Non. J'avais un joli PSO de 5 BU, puisqu'en Suisse, ça suit une antenne en fonte, en folie, impeccable. Mais bon,
C'est un peu long, j'aurais dû faire Sur plus court. YouTube. Ah bah sur YouTube, on trouve plein de trucs. Hein. Non, mais je l'avais enregistré en temps réel, pendant qu'il transmettait. Ouais. Donc, ça va dû faire plus court. Bon, on va faire peut-être un peu plus loin. Donc ça pour le coup, ça doit être de la phonie parce que. Là, c'est vraiment être habitué. Je suis désolé, c'est pas très bon, mais c'est lui. Hein. C'est quand même la Corse depuis la région parisienne, hein. Pas tous les jours sur des GR. Donc là. Donc il est temps que ce soit quelqu'un, je sais pas qui, je lui avoue, je comprends mal, mais. Bon bref, donc c'était Jean-Claude qui était en expé en TK, donc là ça fait, je crois que ça fait 800, chez moi c'est 880 bornes quand même. Vous voyez qu'on commence, on construit une station qui fonctionne vraiment très bien, avec une très grosse PR. Vous voyez qu'on commence à atteindre la limite, c'est la limite du jeu en Rendscatter, hein, les signaux quand même, il faut vraiment que le nuage soit bien entre deux. Là il ne l'était pas d'ailleurs, puisqu'il y avait quand même un petit écart, puisqu'il y a du étalement de spectre. Mais bon, on voit qu'on atteint la limite. Le dernier, ça va être un, je ne sais pas si c'est du... Ils ne peuvent pas s'envoyer de nuage à nuage, faire un réseau mesh. Si, ça peut exister. C'est rare parce qu'il y a quand même de la... Est-ce que c'est vraiment un étalement de spectre ou est-ce que c'est un décalage de phase? Vous voyez, c'est marrant, donc on entend la graphie, on entend la phonie, et vous entendez aussi le bip final là qui lui-même est étalé. J'en sais rien, très honnêtement, je suis pas assez. Puis j'ai écrit un article sur Rendscatter, donc je m'étais vraiment plongé dans le sujet il y a longtemps, et ça fait 10 ans, un truc comme ça, je l'ai pris en tête. Mais si vous avez les procédures de CJ sur en ligne, si vous voulez regarder, j'avais décrit tout le phénomène. Il me semble qu'une fois, il y avait DB6NT qui avait été contacté par un gars proche de la région parisienne, peut-être au Maurice ou je sais pas quoi, par un double rebond. C'est-à-dire un premier rebond pratiquement au centre France et un autre au-dessus de l'Allemagne. Ça fait, je sais pas, mais... Non, mais c'est tout à fait possible, puisque de toute façon, cette zone-là re-rayonne, et par définition, la PAR qui arrive ici, si j'ose dire, elle est re-rayonnée partout. Donc forcément, je dirais que l'onde-là incidente, entre guillemets, enfin, l'angle créé, on va dire, par la zone de diffusion, elle est forcément d'une intensité, entre guillemets, plus faible que l'onde incidente. Donc si vous faites la même chose sur un deuxième nuage qui est là, qui lui-même va re-rayonner, à chaque fois, au bout d'un moment, voilà, il faut sortir un peu de PR. C'est pas si simple que ça. Quoi. Mais ça existe, hein, ça se pratique. Ce qui se pratique souvent, c'est des conditions vraiment intéressantes, c'est quand on cumule ça et de la tropo. Voilà, je crois d'ailleurs, non, quand vous avez fait... c'est pas des CCW vous avez fait? Non, c'était du trajet maritime. Quand on était à Minorque, on fait, oui. Voilà, c'est ça, du trajet maritime quand ils étaient à Minorque, trajet maritime au-dessus de la Méditerranée pour les quelques 50, 100 ou 200 premiers kilomètres et ensuite de Rendscatter plus. Parce que nous avons contacté depuis la région parisienne, et même pas, parce que quand on a eu DWG également, donc à près de 1000 bornes, hein, on a fait des QSO en Rendscatter quand Jean-Pierre Legault était allé au Baléares. Je dois avouer que je n'imaginais pas quand j'ai commencé le Digiga qu'un jour je ferais les Baléares sur Digiga. Comme j'imaginais pas que je ferais le DDFM non plus sur Digiga. Parce que, entre autres amusements, on aime bien contacter les départements et j'ai calculé, j'ai mis 23 ans, je crois, à faire tous les départements français en Digiga. Enfin 23 ans quand même. Donc ça montre un peu effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les trucs. Donc là on peut effectivement, je ne vais pas vous faire écouter ça parce que sinon, je ne sais pas quelle heure il est là. C'est 5h25. Donc là c'est des balises hein, qu'on peut évidemment entendre de la même manière en Rendscatter. Bon, vous voyez ici, hein, il y a ça marche aussi évidemment 6 cm. Un peu moins... Le phénomène décroît comme la puissance 4 de la fréquence, si je me souviens bien. Donc effectivement ça marche très bien sur 6 cm. Sur 6 cm c'est plus confidentiel, mais ça marche très bien. Hein, même sur 13 cm. Moi, j'ai jamais entendu de balise sur 13 cm en Rendscatter, mais paraît-il que ça se fait. Donc maintenant, si vous voulez établir des contacts, comment faire, vous pouvez le faire
Si c'est en courte distance, en direct, vous pouvez faire CQ 3 cm, donc je suis pas sûr que vous aurez beaucoup de clients, mais à la limite, je ne sais pas comment vous pratiquez toi, dans les régions à haute densité. Là. Dans les régions à haute densité, le seul que je pourrais contacter en random, c'était notre ami André F9, ça y est. HX. 9X. Parce qu'il était tellement près de moi, je me tournais dans toutes les directions. Bon, enfin, quand je dis en direct, vous pouvez aussi prendre un SCAD par un moyen, par exemple, comme celui qui suit là, et puis effectivement, ici, quand je dis courte distance, c'est parce qu'effectivement, en gros, vous n'avez pas de phénomène de propagation particulier. Ou alors en rainscatter, là, c'est pas du direct, vous savez que le nuage, il est à tel endroit, donc bien évidemment, il faut viser le nuage. Et donc tout le monde vise le nuage. Un peu comme maintenant qu'on a découvert le principe de réflexion sur le Mont Blanc, un peu comme lors des journées d'activité sur le Mont Blanc, tout le monde vise le Mont Blanc. Là, tout le monde vise les nuages. Le nuage. On a des logiciels comme Orbitron qui peuvent suivre les avancements des nuages pour que ça serve les nuages sont là. Orbitron ou autre Voilà, les nuages ils sont là, j'ai donné une fréquence. Alors là, de toute façon, tu permets juste, je vais juste terminer ça. Donc après, pour commencer, parce que c'est difficile de faire CQ 3 cm parce que vous allez avoir du mal à avoir du monde. Donc il y a ce qu'on appelle nous des voies de service, ce qui permettent effectivement d'établir un premier contact avec quelqu'un qui est éclairé sur les bandes hyperfréquences et de lui dire bah tiens, on va faire un essai. Donc soit sur 2 mètres. Oui, petite parenthèse, les Anglais, les FT8 anglais ayant migré sur 175, les Anglais sont maintenant sur 390. Ah bah très bien. C'est que je dirais pas un putain de FT8 si je me trompe pas. C'est bien. Donc très bien, donc 140, donc ça n'existe plus. 144, 390 qui est la fréquence d'appel en France, après vous dégagez si vous voulez là. Et puis vous pouvez très bien, quand il y a des jours de propagation ou des concours, monter progressivement en fréquence. Est-ce que TQRV 88, TQRV 108, TQRV 10 000, et ainsi de suite. Et puis un truc qui est très, très utilisé, qui est le salon microwave du chat de L4 KST. Je ne peux pas vous dire ce qu'en pensent certains, mais ça reste quand même aujourd'hui de loin la meilleure façon d'établir de chercher à établir des contacts, donc de contacter quelqu'un pour dire tiens j'aimerais bien faire un essai sur tel thème. Même le téléphone. Même le téléphone. Alors, qu'est-ce que sont les jours exceptionnels Ce que vous pouvez, c'est surveiller les clusters. Quand il y a des gens qui commencent à spotter des clients à 600 ou 700 km, vous dites qu'il se passe quelque chose, donc là vous pouvez faire un wouhou. Quand il y a des prévisions de propagation, quand les prévisions de propagation troposphérique sont bonnes, vous aurez une photo après, donc ça vous avez des cartes météo, des cartes de prévision de propagation qui sont assez fiables et qui vous permettent effectivement d'anticiper, qui en plus vous donnent un forecast à quelques jours, qui sont en général de très bonne précision, et puis les radars météo qui vous permettent de suivre la pluie, les orages, et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même très pratique. Donc vous avez des outils pour veiller et pour voir quels sont les jours où vous allez avoir des phénomènes un peu exceptionnels. Et puis vous avez les jours. Tu as un exemple dans ton exposé après de carte Burn ou... D'accord. Après, c'est bien de sortir, on fait passer plus de 3 cm facilement et puis on essaie de se retrouver tous un peu en même temps. Donc vous avez effectivement des journées d'activité, pourquoi j'appelle ça des jours d'activité d'ailleurs. Donc il y a des journées d'activité françaises qui sont en général, en gros je la fais courte, c'est pas tout à fait vrai, mais le dernier week-end de chaque mois. L'activité est principalement centrée sur le dimanche matin, mais ça peut être avant et après. Et puis, pour ceux qui ont la chance d'être proches des Anglais, les cumulatifs anglais qui sont également calés à peu près sur ces mêmes dates. Et puis, vous avez les concours plus spécialement dédiés aux fréquences hautes, un championnat de France THF, le trophée 8TD qui a lieu en août, et puis l'IRUHF qui a lieu le premier week-end d'octobre. Donc c'est là qu'on trouve de fait la plus grosse activité sur les bandes hautes. Alors justement, typiquement, voilà, prévision de propagation, donc ça c'est Hepburn. Je conseille presque plus aujourd'hui, mais à l'époque où j'ai fait le diaporama, Pascal Allen n'avait pas développé son interface à lui. Elle est plutôt meilleure que celle d'Hepburn. Bon, Hepburn, vous voyez typiquement, ce que montre Hepburn, c'est que là, ça commence à s'exciter un peu entre la Bretagne et la pointe de la Corogne. Voilà, quand vous commencez à voir ça, vous commencez à faire chauffer la lune. Et les trucs qu'on voit c'est valable pour toutes les fréquences ou c'est centré pour un type de fréquence? Ça en fait c'est basé sur des prévisions d'indice de réfraction de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on sait que quand l'atmosphère
va, par des questions notamment principalement de pression, avoir un indice de réfraction fort, les ondes vont se courber. Alors évidemment, peut-être, ça va dépendre aussi de la fréquence. Hein. Ça peut très bien marcher sur 144, 432 et pas beaucoup sur 1200 et pas du tout en hyper. A contrario, j'ai vu des jours de propagation où ça marchait bien sur les bandes hautes et un peu moins sur les bandes basses. Oui, disons que ça donne une possibilité de voir s'il peut y avoir une ouverture. Quand on commence à voir ça, dans le violet, quoi. Ça sent bon. Voilà. Oui, c'est ça. Ça a été lancé au début, je ne sais pas si c'est M. Webber, mais c'était pour les fanats du DX Télévision. Ah oui. Donc, donc ça, c'est des situations qui sont typiques. Vous voyez, hein, c'était un 1er septembre. Ça, c'est typiquement les troupeaux d'automne. Alors qu'on a de moins en moins, malheureusement, je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique ou autre, mais c'est typiquement, effectivement, les troupeaux d'automne qui donnent ce type de configuration. Donc là, quand vous commencez à être dans cette bande-là, il peut se passer des choses. C'est pas gagné à chaque fois, mais il peut se passer des choses. Et on peut interpréter, enfin, suivant la position géographique qu'on a là, on peut interpréter dans quelle direction la propagation sera privilégiée. Bah oui, typiquement, ça va être effectivement un dans couloir qui est là. Dans cet axe-là. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner comme ça, oui, hein, voilà, bien au contraire, mais... Ouais. D'accord. Ah non, ça fonctionnera dans les deux axes. Hein. Et là, alors là aussi, il y a plusieurs sites qui existent. Hein. Je ne sais pas, celui-là, c'est Blizzard. C'est pour les pluies, ouais. Ça, c'est pour les pluies. Donc ça, vous voyez, hein, là, c'est bien dense. Donc en fait, vous êtes là, par exemple, à Lyon. Si vous commencez à taper ici, c'est la bonne distance, vous allez avoir 300 km. Bah là, vous pouvez vous dire que Berlin est tout à fait accessible par ce moyen. Alors là aussi, c'est pas une science exacte. Hein. Je peux vous dire que j'ai échangé des heures avec Maurice et j'ai passé des heures à regarder les cartes, essayer de faire la corrélation. C'est-à-dire quand vous êtes en train de faire du RainScatter, vous regardez ce qui se passe, donc vous voyez les personnes que vous contactez, la force des signaux et ainsi de suite, et vous essayez de corréler ça avec la carte que vous voyez. Là, je peux vous dire que c'est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'il y a une grosse patate en plein milieu que ça va marcher, c'est parce qu'on n'a pas que ça va marcher. Donc c'est un peu compliqué. On a discuté une fois, je me souviens, sur comment dire, quand on a des arcs, très souvent vous avez en fait vous savez, pendant les orages arrivent, hein, vous avez en gros ici une grosse patate chaude et puis vous avez une dépression froide qui arrive, donc vous avez une espèce de dorsale qui arrive et vous avez parfois des bandes d'orage. On voit très carrément, nous on est là, donc ce qui nous intéresse c'est ceux qui sont là en gros pour faire simple. Donc effectivement quand vous avez une dorsale ici, quelque chose comme ça, là en général c'est bon. Pourquoi? J'en sais rien. Mais en tout cas on a constaté que c'était c'est presque meilleur qu'une grosse patate bien massive en plein milieu. C'est parabole. Ça s'est étiré à la bonne forme. Ce qu'il faut dire, c'est que si vous avez de la pluie diffuse autour de la patate, eh bien, il y a de l'absorption et ça marche relativement mal. Ouais. Oui, je vais pas parler des absorptions en fonction de... Parce qu'en fait, toutes les bandes de fréquences, notamment les plus hautes, sont aussi affectées par de l'absorption dans l'atmosphère. Enfin, bon, mais là, c'est sans fin. Donc, c'était une... C'est comme les mini-jupes, ça dit pas tout, mais ça donne Vous vous égarez. Pas du tout, je pense que c'est surtout, attention, peut-être c'est passé quelque chose. Bon, allez, un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Hein. Donc ça, c'est les records. Je l'ai mis à jour. Je ne garantis pas la parfaite exactitude de tout, mais enfin vous voyez quand même qu'aujourd'hui, vous voyez principalement, donc ça c'est par bande, j'ai commencé au 1 gigabit et je termine au 241 gigas. J'ai récupéré ça où je pouvais, c'est pas forcément très simple. Vous voyez quand même que très souvent c'est des choses qui sont au-dessus de la mer. Hein. Vous voyez par exemple ça c'est au-dessus de la mer, ça pas, peu en tout cas. Ça par exemple typiquement, par exemple c'est André qui a le record mondial sur 5 Go 7, donc ça fait quand même 2400 bandes sur 5 Go 7. Hein. C'est 4 verts, non? C'est pas ça? Ah, c'est 4 verts, ça, pardon. Donc on atteint des choses qui sont... Ah oui, parce qu'il y a un couloir trop beau en fait, le long de la... Il y a un peu ce qu'on voit, ça peut être effectivement du duct, ça peut être principalement, c'est très souvent des couloirs de duct, mais les couloirs de duct sont visualisés par les cartes, on le voit bien hein, quand on élargit un peu, donc là la carte elle était un peu centrée sur en gros l'Europe de l'Ouest, et quand on dézoome un peu, on voit très souvent des colonnes, on va dire, des couloirs de propagation, Canaries vers... Oui, c'est souvent les Canaries Portugal, c'est qui il y en a plein dans le monde, quand vous regardez le long de la Namibie, dans le golfe de la mer Rouge, enfin il y a des endroits où il n'y a personne, mais si on voulait se donner le... Il y a quelques années, j'étais aux Canaries et on entendait bien, mais là c'était en VHF par contre, mais on entendait bien justement par troupeau la balise VHF des 4V. Ouais. Ça marchait probablement sur les fréquences au-dessus. Hein. Il y a je crois 1500 km. Voilà, donc on peut faire de belles choses. Hein, alors ça, vous voyez quand même.
je vais y arriver. Vous voyez quand même que ça commence à s'aggraver là, hein, au-dessus de 10 gigas, 24, là ça commence à, vous voyez qu'il y a quand même un step, hein, on passe de 2500 à 600 bornes, donc bon, ça pique un peu. C'est compliqué, hein, 24 gigas, là, on commence à attaquer des bandes qui sont un peu capricieuses, il faut vraiment qu'il se passe des choses. Alors si vous voulez trouver de l'information, moi j'avais écrit un article qui s'appelait Débutant en hyperfréquence, hein, qui existe et qui a été mis à jour par Jean-Paul, si je me souviens. Il est sur le site du REF, le site hyper du REF. Alors ça vous donnera pas, ça vous dira pas tout, mais ça vous dira des choses. Vous avez le bulletin hyper, dont le chef est ici, donc c'est une publication mensuelle, à 0 balles, sauf si vous voulez effectivement faire une petite contribution. Alors la contribution, c'est pas pour moi, c'est pour payer l'entretien et la fabrication des balises hyper. Donc il y a une petite cagnotte, et sur demande, on examine la demande et on donne une somme certaine à un responsable de balise pour l'alimentation de la balise ou pour fabriquer une nouvelle balise. Donc le fameux bulletin hyper, ça je vous conseille, hein, si vous voulez débuter, vous demandez gentiment à Jean-Paul, il vous rajoutera dans sa liste de diffusion d'adresses. Voilà, donc il existe publication avec un S, comme me fait remarquer Monsieur Minijup. Donc Dubus, pour ceux qui connaissent, moi je suis un peu, enfin Dubus, je suis abonné à Dubus depuis des décennies. Je trouve que c'est devenu très indigeste. Hein. Moi je suis un radio amateur, je ne suis pas un professionnel. Ce que j'ai appris, je l'ai appris en lisant. Aujourd'hui, quand j'ai Dubus, je ne comprends plus rien. C'est personnel, je suis largué. C'est certainement très intéressant, mais les professionnels parlent aux experts. Alors maintenant, c'est bien pour eux, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais honnêtement, voilà. Personnel, je trouve que c'est un peu dommage. Si on mettait un peu de basique là-dedans, ce serait pas plus mal. Ça l'était à une époque, des petits montages simples. Les premiers montages de DB6NT, et même avant d'ailleurs, ont été décrits dans du bus. C'était simple, c'était clair, on comprenait, on pouvait reproduire. Aujourd'hui, maintenant, enfin, pour ceux qui connaissent, si vous n'êtes pas familier avec l'intégrale triple, j'ai été familier en d'autres temps, mais alors je ne le suis plus, et puis pas dans ce domaine-là. Bref. Microwave Newsletter, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, par contre, je ne sais même pas si ça existe toujours. Non, ça dit quelque chose. Donc c'est la même chose, c'est le bulletin hyper des Anglais. Voilà, il y avait beaucoup de choses à une époque. Notre fameux réflecteur, enfin nos fameux réflecteurs hyper, puisque maintenant il y en a deux. Donc c'est un réflecteur sur Internet, là aussi, hein, ça s'échange, ça s'engueule, c'est bien. Oui, mais normal, ça vit quoi. On a des, quand quelqu'un trouve une occasion pour acheter du matériel de surplus, il le diffuse et ça permet aux gens d'avoir du matériel c'est positif de ce que je viens de vous dire. Qui n'aurait jamais eu autrement. Donc moi je vous encourage à aller sur ce réflecteur et puis quand vous voyez des mots pas très sympathiques, vous dilettez et puis ça permet aussi de poser des questions, puis parfois d'avoir des réponses. Alors voilà, typiquement ceux qui arrivent ont un peu du mal à poser les questions parce qu'ils se disent voilà, c'est un monde d'experts, de machin, de mecs qui font ça depuis 30 ans. Je crois que c'est vraiment un mauvais réflexe, c'est pour ça que moi j'ai fait ça, je l'ai fait il y a 10 ans ici, j'ai fait l'article. Moi quand j'ai débuté, j'avais rien, je connaissais que dalle. C'est des copains qui m'ont aidé à droite à gauche, j'ai récupéré de l'info. Si eux n'avaient pas là pour répondre à mes questions cons, j'aurais jamais fait tout faire. Voilà, donc en fait je pense qu'il ne faut jamais se brider, il faut toujours poser les questions, il n'y a aucune question con. Et effectivement, il y a toujours la réponse forcément sur le réflecteur, il y a des gens qui font ça depuis des années. En plus, il y a des gens qui sont spécialistes de trucs très différents. Hein. Chine n'est pas là, mais lui fait du millimétrique. Voilà, enfin, chacun un peu son truc. Et il y a vraiment. Et puis les questions, Scatterpoint. C'est Scatterpoint, ouais. Et puis, c'était une question. Des fois, on voit quelques montages dans la salle d'à côté. Là. Concernant les bandes lumineuses, enfin le spectre. Alors là, je suis désolé, j'y connais absolument. Mais c'est leur sujet. Ah, c'est pas hors sujet, ça reste des ondes électromagnétiques. Alors pour le coup, c'est des très hyper, parce que là, on a sur des fréquences pas visibles, mais. Il y a eu des descriptions dans la revue hyper, mais j'ai les descriptions de ce qu'on m'envoie. Si on m'envoie rien, je peux pas en faire. Donc, avec mon ami à côté, on a fait 60 bornes sur 680 nanomètres. Oui, mais c'est très bien. Mais tu dis, bah tiens, tu le décris, tu le mets dans le bulletin hyper. Il y a longtemps, il y a quelques années, mais. Et alors tu peux recommencer. Je crois que le salon, c'était le dernier qui était à Auxerre. Moi, j'étais parti dans le 18 ou dans le je sais pas quoi, et eux, ils étaient partis dans le 10. C'est pas les mêmes technos. Ouais, on s'amusait, mais bon, on l'a fait quoi. Bon, l'équipement, pas non plus là aussi passer trop de temps, hein, ACJ, brocante, machin, internet, les annonces. Vous avez aujourd'hui, alors JGP a un peu arrêté, mais aujourd'hui vous avez énormément de choses qui sont faites par F6BVA. Donc allez voir son site. Donc lui fait des designs, fait des montages.
mais il ne produit pas, il ne donne pas de kit, il ne donne pas de circuit imprimé. Par contre, si vous êtes sur la liste, il y a des gens bien pensants qui effectivement, ou bien gentils en tout cas pour la communauté, qui effectivement font commandent des circuits imprimés, parce que je ne suis pas rentré dans le détail de la technique, mais les circuits imprimés en hyper, c'est pas du FR4, hein, c'est pas de l'époxy standard, ça marche moins bien, donc c'est vraiment des substrats particuliers qui sont à la fois chers, un peu compliqués à graver, en tout cas sur les tailles. Donc voilà, et pareil, des commandes de composants centralisés, des choses comme ça. Donc vraiment, si vous voulez débuter, une bonne chose, c'est de s'inscrire sur la liste. Pour être au courant, il faut être sur la liste. Parce que quand une commande print est lancée, les gens qui s'occupent de ça